Salut tout le monde, c'est donc Antoine pour tes expériences, le 10e épisode Salut tout déjà. le monde. C'est Hop, donc Antoine pour tes attention, j'ai un expériences, le retour de son. 10e Je épisode. l'arrête tout de suite. Veuillez m'excuser. Donc aujourd'hui, je vais donc interviewer Sylvain. Salut Sylvain. Salut. On va donc discuter ensemble de la paternité, donc la paternité pendant le Covid. Sylvain est jeune papa. Comme vous le savez tous, on est en période de Covid, une situation un petit peu particulière, dira-t-on. Et surtout, bah, c'est la première expérience de la paternité pour Sylvain, c'est son premier enfant. Et même si c'est pas une activité atypique comme on pourrait le voir, dans le sens où c'est pas un métier, j'étais très curieux de pouvoir discuter de cette expérience en tant que telle, qui pour moi est enfin, qui est unique pour chacun. Et donc, bah, Sylvain a accepté de se prêter au jeu. Donc l'enjeu, c'est vraiment tout simplement de pouvoir discuter avec Sylvain, de comprendre un petit peu les émotions que tu as pu vivre et de pouvoir échanger par rapport à cette situation qui est quand même assez particulière. Donc, bah, écoute, il y a pas mal de gens dans le chat qui t'accueillent tous. Et donc, Bonjour à tous. on a un petit salut Naël. Donc, je ne sais pas s'il t'entend. Bon, on va pouvoir donc tout de suite commencer. Donc, Sylvain, comment pourrais-tu te présenter à des gens qui ne te connaissent pas? Ouais, alors bonjour à tous, du coup. Naël ne m'entend pas, donc Naël, c'est mon tout jeune fils. Alors, je m'appelle Sylvain Delafosse, j'ai 30 ans. Je suis informaticien en banque. Et je suis effectivement jeune papa depuis le 1er mai 2021. Et je suis marié depuis 2 ans à Lucille, donc je vais sûrement en parler sous le nom de ma femme ou de Lucille. Ce sera la même personne. Euh, voilà pour le gros de la présentation. Je ne vais pas aller plus loin sur mon métier, moi, il est somme toute classique. Et je pense que c'est intéressant de le préciser pour la présentation. C'est un trait de caractère que j'ai, ou du moins plusieurs, que je me suis retrouvé. C'est que je suis très empathique, je suis très sensible et aussi très angoissé. Et tout ça, c'est souvent caché derrière une belle facette d'humour pour que ça passe en communauté. Donc voilà, donc ça va jouer beaucoup dans sûrement la discussion que j'aurai concernant mon expérience qui est, je suis d'accord avec toi, unique pour chacun. Et du coup, ces traits de caractère, je pense, ont beaucoup joué sur mon début de paternité en tout cas. D'accord. Donc, humour, tu nous as dit humour, empathie et le dernier, j'ai zappé, Sensibilité sensibilité. et angoisse surtout. D'accord. Je suis angoissé de nature. Ok. Bon. Euh, eh bien, écoute, je te propose de rentrer un peu dans le vif du sujet. Et vu Hmm. qu'on va parler de ça ce soir, bah, abordons le sujet tout de suite. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la paternité? La paternité, alors pour moi, c'est vraiment un achievement. C'est un petit trophée que je voulais avoir sur mon palmarès Steam. Euh, donc, euh, donc c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, être père. C'est vraiment pas quelque chose qui est venu après. Enfin voilà, j'ai toujours voulu ça. En fait, je voulais trois choses globalement dans ma vie. C'était avoir une femme. Donc, une femme très tôt et puis partager une relation de couple très tôt dans ma vie. Donc par chance, j'ai réussi. Je voulais avoir une maison. Voilà, je l'ai depuis un an. Et je voulais avoir des enfants. C'était vraiment bon. C'est peut-être très classique en fait, mais globalement, c'était vraiment ces trois trophées que je voulais avoir. Et c'était très important. Alors, la paternité, pour moi, c'est pas une question de sang. C'est pas procréer pour faire perdurer mon nom de famille. Donc, c'est-à-dire que l'adoption, pour moi, c'était tout à fait une solution, j'avais pas de souci là-dessus. Pour moi, ça évoque surtout le fait d'éduquer quelqu'un, un enfant, de voir grandir quelqu'un et de, de, d'à partir, on va dire, de rien finalement, de faire quelque chose. En fait, c'est pour être scientifique sur le terme, c'est une expérience pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment une expérience où je vais avoir
quelque chose de vide, une coquille, hein, c'est très, très caricatural, et puis pouvoir, la développer, en faire quelque chose. Heu, donc hem, donc voilà, globalement. Alors j'ai un bon ami qui va se reconnaître s'il est là, qui m'a dit lorsque mon fils est né: «Bah, tu vas voir, tu vas pouvoir faire une version améliorée de toi», et j'ai trouvé que c'était une très belle formulation que j'ai adorée, et effectivement, c'est un peu ça aussi, c'est pouvoir se dire, bah, j'ai envie que mon enfant, il soit moi, mais en mieux, quoi. Essayer de pas lui montrer les défauts et qu'il ait, mes qualités et celles de ma femme, évidemment. Voilà. Donc tu nous parles de coquilles et de moi en mieux. Est-ce que derrière ces explications, tu veux parler un peu d'éducation? C'est ça ce que tu évoques, la paternité? Ouais, tout à fait. Alors, bien sûr, c'est l'éducation, c'est très important pour moi, et j'ai finalement beaucoup de souvenirs de ce qu'ont pu m'inculquer mes parents. Hmm. Et ça résonne énormément, en fait, en moi, ça, et j'y repense souvent. J'y repensais, avant qu'on ait ce projet d'être parent, et j'y pense, beaucoup depuis. Parce que finalement, j'ai beaucoup de facettes qui me reviennent et auxquelles je pense, et je me dis: «Ah mais ça, je veux absolument faire pareil avec mes enfants», ou «Ça, je veux pas du tout», et j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais il y a beaucoup de choses, voilà, où, enfin, qui m'importent, en fait, que ce soit des trucs exceptionnels ou des trucs du quotidien. Et c'est très important. Alors le terme de coquille vide, il est un peu exagéré parce qu'un enfant, c'est pas une coquille, on n'en fait pas ce qu'on veut, c'est pas une pâte à modeler, mais c'est pour dire qu'on va quand même lui apprendre beaucoup de choses et lui faire découvrir la vie, quoi, et je trouve ça exceptionnel d'imaginer ça, finalement. Hmm. Bah, tu me tends la perche. Est-ce que tu as des exemples de choses qui t'ont marqué, toi, tu disais pendant ton enfance? Ouais, alors, j'ai des choses toutes bêtes, en fait, mais par exemple, j'aimais beaucoup quand ma mère me faisait mes devoirs. C'était, ma mère qui s'en occupait principalement, et c'était un moment que j'adorais, même si, sûrement que ça devait pas être agréable, pour elle, à certains moments. Mais, j'aimais beaucoup qu'elle m'apprenne, en fait, les choses. Je trouvais qu'elle était très didacte, et j'avais l'impression qu'elle aimait ça, et c'était, voilà, des choses que j'aimais. Même faire de la pâtisserie avec elle, c'est, alors tout ça, c'était encore avec ma mère. Avec mon père, j'ai pas eu beaucoup de moments, j'ai eu l'impression, dans la maison, à faire, des jeux ou à faire, ou enfin voilà, des trucs un peu plus, activités, mais ça pas péjoratif, mais j'ai travaillé, en fait, j'ai beaucoup fait de trucs de travail. Alors, mon père il fait toujours du cidre, et on allait ramasser les pommes, on allait, les nettoyer, on les broyait, on pressait, enfin, ou on allait il faisait du bois, donc on allait ramasser, il coupait le bois, je ramassais les branches. Il avait des moutons, donc on allait aux moutons, les nettoyer, leur donner à manger, à boire. Enfin, c'est beaucoup d'activités, finalement, qui m'ont marqué, et sur beaucoup de points, j'aimerais pouvoir faire partager ça aussi à mes enfants. Donc avoir des bêtes, par exemple, leur montrer ce que c'est, pas forcément, au point, au point qu'ils avaient, puisqu'ils avaient, pas mal de poules, ils avaient des lapins, des moutons, enfin bon, ils avaient quand même une grosse panoplie qui demandait du boulot, mais avoir quelques bêtes comme ça pour montrer à mon enfant ce que ça peut être d'avoir des animaux, et puis même, voilà, des petites activités à l'extérieur, donc pas forcément des jeux, en fait. J'aime beaucoup l'esprit de travail, puisque ça nous fait beaucoup de liens, finalement. C'est de l'apprentissage, hein, malgré tout, même si c'est pas du jeu, c'est de l'apprentissage, et c'est des très bons moments que j'ai en mémoire. D'accord. Donc naturellement, ça t'évoque des beaux moments. Alors on me pose la question dans le chat, n'est-ce pas l'époque qui a fait ça? Heu, L'époque, dans le sens, enfin, dans quel sens? Si c'est dans le sens où il y avait moins de jeux vidéo, ou Peut-être, ouais. moins enfin, d'activités, numériques, peut-être, peut-être que c'est lié à ça. Et évidemment, moi, mes parents étaient pas très axés, enfin, pas très numériques. On avait une console, mais ma mère y jouait très peu, mon père y jouait pas. La télé, on la voyait le soir pour les infos, enfin, il y avait le film, mais bon, il y avait beaucoup moins d'interactions là-dessus. Heu, Après, c'était aussi, là, pour le coup, une question juste, mes parents. J'ai beaucoup d'autres parents qui faisaient pas, qui travaillaient pas autant, qui faisaient pas de trucs comme ça, qui vivaient différemment, évidemment. Ça, c'est mon expérience personnelle. Maintenant, heu ouais, l'époque, bah, enfin, sûrement que moi, j'aurais pas les mêmes rapports avec mes enfants que
que ceux que j'ai eus avec mes parents, mais ça n'empêche pas que j'ai envie de montrer. Donc après, moi, je joue un peu aux jeux vidéo. J'ai envie de jouer avec mes enfants aux jeux vidéo. Je trouve que enfin, c'est des choses qui vont me passionner. J'aime beaucoup la coopération. Je jouerai à des jeux de coopération avec eux. Mais enfin, j'espère en tout cas. Mais j'aimerais aussi leur faire découvrir d'autres choses. Donc, Hmm. par exemple, faire du site, c'est une activité que j'aimerais pouvoir continuer, rien que pour la faire, en fait, pas pour le site, c'est juste pour l'activité. Et, euh, et même si c'est d'une autre époque, entre guillemets, si c'était ça la question, ça me paraît intéressant de la vivre, de continuer de faire vivre ces petits moments, en fait, tout simplement. D'accord. La question, j'ai l'impression que c'est Kevin qui l'a posée, qui disait le fait d'avoir plus de maman et moins de papa, en tout cas plus de maman peut-être à la maison et papa sur des activités de travail. C'était ça, je Ah pense, la oui, question de oui. l'époque. Oui, oui, alors effectivement, je sais pas si c'est une question d'époque, enfin si, évidemment, il y a sûrement une évolution qui va dans le sens où les pères sont peut-être plus présents à la maison. Moi, j'ai mon grand frère qui est un très bon exemple, enfin pour moi, qui est un très bon exemple, puisqu'il est mon plus grand frère, puisqu'il est, il est très présent pour ses enfants. Alors, je sais pas si père au foyer, ça serait le bon terme, puisqu'en fait, il travaille quand même chez lui, mais bon, il est énormément chez lui, il s'est beaucoup plus occupé de ses enfants que sa mère, on va dire, qui travaillait énormément en salariat. Et je trouve que c'est un très bon exemple. C'est quelqu'un du coup, que j'ai vraiment en exemple de ce point de vue-là, parce il est très impliqué. Et je pense qu'il y a quand même une évolution, ouais, du fait que les parents sont plus présents. Il y a peut-être aussi une forme de, comment dire? Je pense qu'il y avait peut-être une question de de position sociale avant, du fait que le père, bah, il devait travailler et puis la mère, elle était chez elle. Enfin bon, là, je caricature évidemment, mais c'était plus ou moins dans les mœurs, c'était comme ça. Et au fur et à mesure que ça évolue, qu'il y a des pères qui évoluent, bah, les autres peut-être se remettent en question. En tout cas, ça a été, je pense, moi, ma façon d'évoluer. C'est-à-dire de voir des choses comme ça qui se passent, à me dire, mais j'ai envie d'être présent, j'ai pas envie d'être juste à travailler et puis de voir mon gamin le soir. Enfin, ça, c'est Hmm. vraiment. Mais ouais, ouais, je pense que c'est en partie une question d'époque, hein, et que ça évolue, et c'est très bien. Je trouve ça exceptionnellement bien. Ok. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu l'as abordé, donc sur la question que j'ai, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir père? Donc tu nous as dit un petit peu qu'il y avait trois achievements, donc dont il y en avait un, et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? En fait, initialement, être père, c'est finalement reproduire le schéma qui a été fait. Donc, c'est-à-dire que mes parents avaient des enfants, ils ont eu des enfants, je caricaturais à 20 ans, j'avais des enfants à 20 ans, pardon. Et c'est comme ça, quoi. C'est la vie qui veut que, bah, on fait des enfants. C'est un peu le schéma initial, donc c'est pour ça que je voulais des enfants, parce que, bah, enfin, globalement, mes parents étaient ensemble, ils n'étaient pas divorcés. Je pense que c'est un peu ça à la base, hein. Mes parents étaient ensemble, ils n'étaient pas divorcés, ils s'étaient rencontrés assez jeunes, bah, je voulais ça. Ils avaient une maison avec du terrain, je voulais ça, et puis ils avaient 4 enfants, je voulais 4 enfants. Donc c'était vraiment reproduire le schéma. Donc là, je parle, on va dire, adolescence et puis post-adolescence. Donc je voulais des enfants très jeunes, en fait, à la base, vers 20 ans, je voulais ça. Et, et je voulais aussi des enfants très jeunes pour une raison, on va dire, assez simple. Enfin non, pas simple, hein. Parce qu'en fait, j'ai toujours connu mon père plus ou moins, abîmé, enfin, abîmé physiquement. J'ai toujours eu cette sensation qu'il était, «fragile» entre guillemets parce qu'il bosse durement, mais il était essoufflé, il avait beaucoup de difficultés, il aurait pas pu faire énormément de sport, du fait de son âge. Heu, donc je voulais des enfants jeunes en me disant: «Bah, comme ça, heu, j'ai envie de pouvoir profiter, de faire du foot avec mes enfants». J'adore le foot, hein, vous connaissez, mais de faire des activités sportives ou des trucs comme ça ou même de partager, on va dire, avoir un écart générationnel plus faible avec mes enfants pour partager plus. Donc ça a été le truc initialement. Ensuite, bah, il y a quand même, voilà, ce truc effectivement, d'achievement où je me dis: «Bah, je veux avoir une famille» pour les raisons que j'ai dites avant, c'est-à-dire pour pouvoir partager, éduquer. Heu, c'est,
j'ai aussi revu mon discours. C'est-à-dire, je voulais 4 enfants, maintenant j'en veux plus 4, j'en veux, on va dire 3 si tout va bien, mais peut-être qu'on en fera qu'un, peut-être qu'on en aura 2. En fait, ça va dépendre. On n'a pas de truc où on se fixe à se dire on veut ça. Ça dépendra. Peut-être qu'au bout de 1, on se dira bah, c'est trop de travail, c'est trop de, on veut vous donner de l'amour à un enfant. Enfin bon, les choses évolueront évidemment. Et en fait, c'est que ça finalement, ma façon de penser, c'est toujours de la prise de recul à me dire bah ce que je voulais au départ, c'est pas forcément ce que je veux après. Donc j'ai eu beaucoup de phases de réflexion, hein, de bah, peut-être que j'en ferai pas parce que finalement le monde c'est un peu la merde et puis est-ce que ça vaut le coup de faire des enfants? Après, pendant un moment, je savais pas ce que je ferais de ma vie. Je m'étais dit bah si j'ai pas les moyens financiers de les élever, puisque la finance c'est une facette un peu névrotique de ma vie, je m'étais dit je ferai pas d'enfants. Je veux pas avoir des enfants pour rien leur offrir. Enfin, bon. mais mais donc de toute façon, le truc initial, c'était vraiment de pouvoir avoir cette facette d'éducation, en fait, de pouvoir éduquer mon enfant, être là pour lui, être là, de le voir grandir, en fait, de le voir évoluer. Et comme je disais, en fait, c'est pour des trucs simples qui vont être juste de faire ses devoirs. Ça, c'est un truc que j'ai hâte de pouvoir faire avec mon enfant ou mes enfants, c'est de leur faire leurs devoirs, leur soir, de leur apprendre. J'adore apprendre les choses aux personnes et à mes enfants, je pense que ce sera sûrement plus difficile, mais c'est une chose dont j'ai hâte de faire, enfin leur partager des expériences. J'ai plein de petites expériences qui me viennent en tête, des petites conneries, de mettre de la craie avec du vinaigre là, et puis de voir faire des volcans, enfin tout plein de, finalement c'est plein de petites facettes que j'ai et j'espère pouvoir leur partager ça. Et c'est, en fait, c'est aussi un désir égoïste, hein, finalement, parce que c'est moi qui veux partager, enfin qui veux faire ça pour moi aussi, mais voilà, c'est quelque chose. Enfin voilà, c'est vraiment ce côté-là. Et puis c'est aussi partager avec ma femme, finalement. On partage avec l'éducation d'un enfant nos visions. On discute, on échange, on n'est pas d'accord, mais on évolue et c'est aussi quelque chose qui- enfin, du moins que j'espère, pour l'instant ça va, mais qui, j'espère sera exceptionnel à faire. Alors, je repense à un truc aussi par rapport à ça, par rapport à mon père. J'ai réalisé aussi après coup que c'était pas son âge qui avait fait qu'il n'avait pas fait de sport avec moi ou quoi. C'est d'une part, je pense, une nécessité parce qu'il avait peut-être pas le temps il avait peut-être la nécessité de faire des travaux, bah, du coup, d'aller d'avoir des animaux ou de faire un jardin, de faire plein de trucs pour qu'on puisse peut-être s'en sortir bien, enfin, qu'on vive convenablement en tant qu'enfant. Et aussi, il a eu des problèmes de santé qu'on fait qu'il a eu des difficultés, enfin qu'il a des choses qu'il peut pas faire. Donc finalement, cette vision, encore une fois, de dire: «Je voulais des enfants tôt», bah, elle était biaisée à la base, Mmh. heu et c'est Joli. bien de s'en rendre compte après. Ouais, ouais. Voilà. Bah, après, on arrive au bout à un âge, on peut prendre du recul sur tout ça. Mmh, Mais c'est tout à toujours fait. délicat de discuter de l'éducation qu'on a eue avec ses parents, enfin, de la critiquer en bien ou en mal, hein. Mmh. C'est jamais simple. En tant Non, qu'enfant, c'est en tant vrai qu'enfant. et j'en voulais beaucoup à mon père, pour le coup, à l'époque, de enfin beaucoup, non, j'abuse, mais j'en voulais un peu qu'il ait pas fait de jeu avec nous, pas fait d'activité ludique, on va dire. Parce Mmh, que finalement, après coup, je me suis dit: «Mais j'ai quand même passé de super moments». Donc c'est vrai que voilà, c'est difficile de critiquer sur le coup ces moments-là. Et mmh, maintenant, tous ces moments à travailler avec lui, ils me manquent. mmh, J'adorerais pouvoir refaire plein de trucs avec lui, aller couper des arbres, aller faire du cidre, aller faire le potager avec lui. Enfin, c'est vraiment des moments que j'appréciais parce que c'était enrichissant. mmh. OK. Voilà. Donc tu me disais donc du coup, le fait de devenir père donc c'est pour, le fait de fonder une famille, de partager les visions, de transmettre et Mmh. d'avoir un écart générationnel pas trop élevé. On a eu des réactions par rapport à ça. 30 ans, c'est jeune? Non, 30 ans, c'est pas jeune pour moi. Ouais. Pour moi, c'est pas jeune. Je voulais avoir des enfants avant 30 ans malgré tout. Hem, Ça, c'était un souhait, que j'avais énoncé à ma femme quand on a commencé nos études. Hem, Malheureusement, ça s'est pas fait comme ça. Malheureusement parce que je vais avoir 31 ans dans 10 jours. Mais bon, tout ça, c'est qu'un palier en fait, c'est psychologique. En vrai, les 30 ans, c'était juste un palier psychologique. C'est pas jeune, mais je me sens pas vieux non plus.
l'écart générationnel, il est aussi, je pense, de s'ouvrir l'esprit, ce que j'espère que j'aurai. C'est-à-dire que, tu vois, les jeunes qui jouent à Fortnite, j'en entends beaucoup qui critiquent. Moi, je connais pas. C'est vrai que j'aurais tendance à critiquer, par exemple, parce que c'est pas de ma génération, ce jeu, et que les jeunes qui jouent, j'ai l'impression que c'est un jeu un peu débile, mais je connais pas en vrai. Et je pense que l'intérêt aussi, c'est de s'ouvrir à ce que font les enfants et puis d'essayer de partager. Je connais des parents qui ont un gros écart avec leurs enfants et qui partagent les mêmes passions, ou du moins qui partagent des trucs ensemble. Tout ça, c'est... Ouais, ouais, alors moi, l'exemple que j'ai eu avec mes parents, effectivement, c'est qu'on partageait pas les mêmes choses aussi. Moi, j'étais très axé jeux vidéo, eux pas du tout. Hmm. Et bah, évidemment, ça collait pas. Après, on peut pas s'ouvrir à tout aussi. Ils aiment pas ça, ils aiment pas ça. Je peux pas leur en vouloir, hein. Euh, mais voilà. Maintenant, le fait que j'ai eu mon enfant qu'à cet âge, c'est lié au fait que j'ai fait des études Hmm. longues, on va dire, que ma femme en ait fait des encore plus longues, et que derrière, elle voulait pas avoir d'enfant directement à la sortie de ses études, Ouais. puisque elle voulait avoir une petite expérience professionnelle avant de devoir imposer un congé. Enfin, il y a aussi toute cette pression sociale encore dans l'entreprise d'imposer ça à ses patrons. Et puis ensuite, on a essayé, quand on s'est marié, on a décidé d'arrêter un peu de temps, on a réessayé, et ma femme a fait une grossesse extra-utérine non viable, enfin du coup non viable, puisque c'est jamais viable en fait. Donc ça a retardé, enfin bon voilà, c'est tout, on va dire toute une série de petits événements qui font, et puis voilà. Mais bon, Ok. ça m'empêchera pas, j'espère, Bah, de jouir de cette paternité. on va y venir, on va y venir, mais avant de passer cette étape-là, j'ai une dernière question. As-tu peur de devenir comme ton père, de ne pas pouvoir passer du temps avec tes enfants? Alors pardon, j'ai pas entendu du coup, excuse-moi. As-tu peur de devenir comme ton père et de ne pas pouvoir passer du temps avec avec tes enfants? Oui, alors ça doit être une question de ma femme ou de ma mère, sûrement. Oui, tout à fait, oui. Et c'est une crainte énorme que j'ai en fait. Et ça me travaille beaucoup en fait. J'en ai les larmes qui me viennent parce que c'est un gros travail sur moi là ces derniers jours justement. Euh, En fait, je me suis toujours dit que je voulais justement profiter de mes enfants, euh, plus que justement là ce que j'avais pu vivre par exemple avec mon père. Et, et je me rends compte, en fait, par exemple, là, depuis qu'il est né, que je passe beaucoup de temps à me tracasser ah bah il faut que je finisse le meuble que j'ai fait dans la salle de bain, ah bah il faut que j'accroche le lustre que j'avais fait là-haut mais que j'ai pas accroché avant qu'il naisse, il faut que je finisse le bureau, enfin, il faut que je tourne le jardin, enfin bon. Et en fait, je me rends compte, et j'espère que m'en rendre compte assez tôt et que ça changera, que bah, je me tracasse à mort et que du coup le soir, là je vais à droite en me disant bah là je fais ça pendant que je peux. Là, je fais ça et puis après, bah, faut que je fasse à manger et puis la vaisselle parce que bah, ma femme, elle a pas forcément le temps là pour l'instant de le faire. Enfin, puis d'ailleurs, je le fais d'habitude, hein, mais mais en tout cas, elle a pas le temps. Mais, mais du coup, ouais, j'ai beaucoup cette crainte et justement, j'en ai parlé là aujourd'hui ou hier à ma femme en lui disant, bah, j'arrête les travaux. Alors c'est pas des gros travaux qu'on a à la maison là, mais on fait quelques aménagements. En fait, je tiens beaucoup à faire mes meubles, j'aime beaucoup travailler le bois et j'aime bien les faire. Et là, je lui ai dit, bah, je mets stop parce que finalement, on avait ces projets et je vais pas profiter du tout du gamin. D'autant que, en fait, on a souvent, enfin, du coup, on a du monde à la maison. Donc, bah, dès qu'on a du monde, j'en profite pas comme si j'étais seul. Enfin, et puis, il y a les moments où il dort, enfin bref, voilà. Donc, j'ai en fait un peu cette peur d'être, alors je vais dire ça très négativement, mais ça ne l'est pas forcément, mais d'être comme mon père, à être toujours à droite à gauche et à penser que travail, à pas profiter, quoi. Alors peut-être qu'il l'a pas vécu comme ça et je le souhaite pas pour lui. Mais voilà, donc ouais, 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 c'est une peur énorme. Et d'ailleurs, ça, c'est une chose que j'avais toujours dit, ou dite, je ne sais pas, quand je j'avais pas d'enfant, enfin quand il y a que des années, c'est que si j'avais la possibilité, je prendrais un 80 quand j'aurai un enfant. Et par chance, j'ai la possibilité de le faire. Et c'est un vrai soulagement pour moi parce que je sais que je vais passer
3 jours du coup par semaine avec mon enfant. Et en plus, des fois, ça va s'intercaler avec ma femme, donc elle va pouvoir être là ce jour-là. Et c'est un soulagement et un vrai bonheur de pouvoir le faire et voilà, d'être là pour lui et pour eux finalement. Ouais. Bah, écoute, merci de ton partage. Du coup, maintenant, si on avance un petit peu plus, c'est-à-dire vers cette grossesse, comment as-tu vécu donc toi la grossesse de ta femme? Alors, on va dire que la grossesse de ma femme, ça a été en 2 étapes. Donc il y a eu l'annonce qui était, exceptionnelle parce que, bah, du coup, on avait eu la grossesse extra-utérine quelques, mois avant et puis, je m'y attendais pas là pour le coup à ce que ça aille aussi si «vite» entre guillemets, donc c'était exceptionnel et puis on a eu, bah, 6 mois, 6 mois un peu de ouais, bon, bah, ça va arriver quoi. Donc, c'était là. Bon alors on avait les rendez-vous, on a les rendez-vous chez le gynéco, la sage-femme pardon pour faire les échographies de contrôle donc, là on y revient, on s'en rend compte. Ma femme elle se renseignait énormément, elle voulait vivre sa grossesse et puis son postpartum à fond. Mais finalement moi j'étais un petit peu, ça va quoi, je faisais mes bricolages à droite à gauche, ça allait bon. Donc voilà, ça a été en plus malheureusement alors, je suis peu superstitieux en général, mais j'ai remarqué que il m'arrive souvent d'avoir des petits moments heureux corrélés avec des petits moments de malheur. Donc, par exemple, un changement de boulot, je suis heureux avec un décès d'un proche ou enfin bon, c'est de la superstition tout ça. Mais malheureusement, quelques jours après l'annonce de la grossesse, j'ai ma mère qui m'a annoncé qu'elle avait un cancer. Ça a été, assez dur à encaisser. Heu et il y a toujours ce truc où, du coup, ça, c'est ma femme qui m'en a fait reprendre conscience tout à l'heure, en parlant, que, il y a toujours ce truc où, bah, finalement, je profitais pas, j'avais du mal à profiter de la grossesse aussi, de m'imaginer heureux, sachant que j'avais ma mère qui était malade à côté et qu'on savait pas ce qui advenait, qu'on disait un coup: «Ça va très bien» et puis l'autre coup, bah, non, il faut refaire des examens, enfin bon. Et ça a été un petit peu finalement un espèce de je pense d'encapsulation. Je me suis mis dans ma bulle et puis, bah, ni heureux ni malheureux. Je vivais dans mon monde, quoi et donc voilà, donc j'ai eu 6 mois comme ça. Alors il s'avère que bon, ma mère a été traitée et puis, ça c'était de plus en plus positif. Donc bon, il y avait déjà quelques tracas qui s'effaçaient au fur et à mesure. Mais donc voilà, donc il y a eu ce truc-là, donc 6 mois un petit peu dans le flou. Et puis, bah, après on s'est rendu compte, enfin en février en fait, là par contre ça a été là vraiment la réalisation. C'est-à-dire qu'on s'est dit: «Ah mais il faut faire la chambre du petit». Enfin moi je me le suis dit, ma femme le savait déjà, hein, on en a parlé déjà avant et là on s'est rendu compte que, bah, la chambre en fait elle était remplie de cartons et puis que, bah, les cartons pour les emmener, il fallait faire un dressing qui est derrière là et puis pour faire le dressing, il fallait, après vider l'autre chambre. Enfin bon, ça a été tout un truc de travaux à faire, donc ça a été le gros rush pendant, bah, février, mars, avril. Ouais, c'est ça, donc tout février, tout mars et ouais, on va dire mi-avril, donc pendant 2 mois et demi. Le gros rush de faire des travaux, d'aménager. Enfin ouais, on va dire d'aménager, pas faire des travaux et ça a été, ouais, là, du coup, du gros stress, en fait, du gros stress parce qu'on réalise qu'il y a quelqu'un qui arrive, qu'il faut faire la liste de naissance parce que certains Mmh. demandent ce qu'on peut acheter, enfin, voilà, c'est beaucoup de trucs, il y a des cours de préparation et c'est en même temps, assez grisant parce que, bah, du coup, on se rend compte, il y a du concret, quoi. On fait quelque chose, on fait une chambre, on voit la poussette qui arrive, enfin, finalement, c'est que des conneries, c'est du détail, mais on voit quelque chose de concret qui se forme et c'est exceptionnel, de voir, de voir tout ça, en fait, qui se met en forme donc en vrai, je l'ai plutôt bien vécu, la grossesse, ça a été très bien. Ma femme, par chance, elle a eu rien, enfin, elle a pas eu de soucis de santé, elle a pas eu de sautes d'humeur comme des fois on nous avait dit, bah, des fois Mmh. c'est difficile, il y a des sautes d'humeur ou heu, elle est chiante de nature donc pardon. Non, non, mais voilà, du coup ça s'est très bien passé en fait, bon on l'a très bien vécu, tout ça hors Covid, hein, j'éclipse le Covid, hem, mais voilà, vraiment
l'arrivée, ça a été très bien. Puis bon, il y avait aussi le truc, bon, on s'amusait un peu parce on n'avait pas voulu savoir le sexe du bébé. Et en fait, bah, tout le monde nous demandait, enfin certains nous demandaient du moins, et du coup, bah, on s'amusait un peu parce que bah, certains croyaient, d'autres non, et puis bon, il y a des petits jeux, voilà. Donc c'est assez marrant finalement d'avoir ce côté où bah, bon, on aime bien les blagues et puis les surprises avec ma femme, donc c'était très cool vraiment de ce côté-là, on a bien aimé. Bah, du coup, tu me proposes une excellente transition. J'allais aborder le sujet. Peux-tu nous raconter en quoi le Covid t'a impacté de la grossesse à la naissance de ton enfant? Ouais, alors en négatif, il y a clairement l'isolement. Euh, En fait, il faut savoir que je suis, je suis assez rigide sur là ce qui se passe sur le Covid. Je m'embrouille avec les gens comme ça à droite à gauche. Enfin, je m'embrouille gentiment, hein, mais en fait, je suis pas d'accord. Moi, les mesures, par exemple, de confinement, je tiens à ce qu'on les respecte au maximum. Du coup, j'ai tenté au maximum de les respecter. Bien sûr, bah, j'ai pas été fiable à 100%, hein, j'ai pas tout Hmm. respecté, mais du coup, au maximum, je voulais pas qu'on aller voir des personnes et je voulais pas que les gens viennent. Donc, il y a un gros isolement par rapport à ça, qui a, qui a malgré tout, on va dire, miné un peu le moral, parce qu'il y a, en fait, il y a l'isolement et puis il y a l'agacement parce que bah, on voit les gens autour qui, eux, sortent, qui, eux, profitent. Et moi, j'aurais très bien pu me dire: «Ah bah, c'est bon, on s'en fout, on sort et puis voilà». Donc là, c'est plutôt vers la fin de grossesse, on va dire à partir du confinement d'avril, là, ce que j'évoque. Et je pense que c'est là aussi où on avait le plus besoin de voir du monde, parce que c'est la fin de la grossesse, c'est plus enfin voilà, c'est là où c'est plus difficile pour Lucille, pour, bah, moi parce que j'avais fait tous les travaux, donc j'aurais bien voulu avoir de l'aide. Donc il y a un agacement en fait qui mine un peu le moral et donc il y a ce côté-là qui était vraiment difficile. Parce que du coup, on profite moins de nous, on parle. Enfin, moi, bah, là, je suis un peu agacé, hein. Bah, il y a machin qui est sorti, c'est énervant. Mais bon, après, j'en veux pas aux gens parce que je comprends aussi que les gens en aient marre. Moi, c'est juste que j'ai ce côté où, même si je veux sortir, je me dis, mais merde, il y a quand même des gens qui meurent. Et, euh, et, euh, et peut-être qu'à faire le con, bah, ma grand-mère, elle va mourir parce que, toi, si je vais la voir et puis bah, que je l'ai chopée. Enfin voilà, tu vois, j'ai toujours ce truc où je me mets à la place finalement Hmm. et ça m'empêche de faire. Heu, donc il y a eu ce côté-là et après côté grossesse, il y a aussi eu l'impossibilité de participer aux cours de préparation et à des examens en fait, puisqu'on était obligé d'être un seul par consultation et c'est un peu dommage parce que c'est des moments que j'aurais voulu passer, qui me paraissent importants et même actuellement, enfin là après la naissance, bah, j'emmène Lucille aux examens mais en fait j'y vais pas, c'est juste que je fais le taxi donc ça, c'est un peu dommage. On va dire que c'est le côté négatif. Maintenant, là, c'est toujours pendant la grossesse que je vais dire ça, c'est que finalement, positif, c'est qu'on a pu vivre un peu dans d'autres bulles. On était Hmm. quand même ensemble, on n'a pas eu plein de gens tout le temps qui venaient. Et ça a un côté sympa quand même, parce qu'on a pu construire comme on voulait notre truc, on vivait à notre rythme. Enfin, moi, j'avais mes travaux, bon, j'étais tout seul du coup, mais je les faisais comme je voulais en fait. Je les faisais à n'importe quelle heure, j'avais pas quelqu'un qui venait et ça a un côté agréable. Et il y a le côté télétravail où, bah, par chance, avec mon travail, en fait, je peux être en télétravail, donc je le suis quasiment tout le temps. Et du coup, j'étais là pour Lucille tout le temps, quoi. J'étais à la maison, enfin, voilà, on a pu vivre très, très bien ces moments-là. Euh, Après, pour la naissance, on a eu des points négatifs aussi, puisqu'il y a, bah, au niveau déjà maternité, en fait, c'est compliqué. Oui, Les visites sont limitées. ouais. Elles sont de 14 à 20 heures, de 14 heures pardon, à 20 heures au lieu de Ok. normalement c'est la journée complète. Donc on est limité de ce point de vue-là. Il y a personne qui peut venir visiter. Donc ça c'est un point positif, mais négatif aussi. Enfin, c'est les 2 en fait, puisque finalement, ça nous a permis de nous retrouver après l'accouchement et c'était hyper agréable d'être que tous les 2, d'être dans le calme. J'ai jamais vécu d'accouchement, du coup, il y avait du monde, mais j'ai vécu des accouchements où je suis allé voir des gens à la maternité, où on était beaucoup, que la mère était fatiguée et en fait, je l'ai fait quelques fois et maintenant je tenais à plus le faire parce que je trouvais ça compliqué en fait, assez dur. Des fois, tu as l'enfant qui pleure, du coup, il y a tout le monde à côté, enfin. Hem Et on a aussi eu en truc, c'est qu'on nous a dit à la maternité qu'il y avait des cas de Covid chez le nourrisson et qu'il y avait eu des nourrissons en réanimation. Finalement ça en fait, avant la grossesse, on voulait voir personne parce que j'avais la crainte moi d'attraper le Covid
pour le moment de l'accouchement. Donc je tenais vraiment à voir personne les dernières semaines, à ce on soit hyper drastique pour éviter d'avoir une situation comme ça, que moi ou ma femme soit malade. Et on s'est dit, bah, du coup, après l'accouchement, bah, cool, déconfinement, on va pouvoir voir du monde, les bébés, ils sont pas impactés, ça va. Et en fait, quand on nous a dit ça, moi, ça m'a acheté un froid direct et angoisse. Et on s'est dit, bah merde, on va continuer à vivre comme des reclus. Mm. Donc c'était assez compliqué. Et ça l'est toujours en fait parce que bah, du coup on limite vachement les visites, donc on voit pas grand monde finalement. On voit nos parents et nos frères, principalement, nos frères et sœurs. Et on souhaite que personne prenne le bébé dans les bras, puisque c'est ce qu'on nous a conseillé à la maternité. On nous a dit que bah, globalement les bébés qui étaient revenus, c'était à cause des passages de bras comme ça. Et du coup, bah, on a dû le dire à tout le monde. Les gens nous ont dit, bah, ok, ça marche. Bon, alors, il y a les grands-parents qu'on autorise à prendre sous certaines conditions, enfin, en essayant d'être assez strict, même si il y a des relâchements des fois. Mais on comprend, mais on a toujours la réflexion derrière du ah bah quand est-ce qu'on peut le prendre? Ah bah et pour moi c'est très dur en fait parce que j'ai l'impression que ma femme elle dirait bah oui c'est bon on les laisse les prendre. Moi j'ai pas envie parce qu'on n'a pas de retour vraiment sur ces cas de réanimation, on sait pas, on n'arrive pas trop à trouver d'infos et j'ai très peur en fait pour mon gamin, j'ai une peur irraisonnée en fait. Là c'est vraiment un truc qui est dans mes tripes. Ça vient d'un exemple. Alors, putain, je sens que ça va durer longtemps cette interview. Parce qu'en fait, j'ai des amis qui ont eu un enfant il y a, ouais, ils vont me tuer, mais il y a 3 ans, je crois, et donc qui habitent en Savoie. Et je crois que leur gamine devait avoir un mois, peut-être 1 mois ou 2 mois. Ils sont remontés, elle a chopé une bronchiolite et ils ont passé leur temps aux urgences. En fait, leur fille était en réanimation et ils étaient H24, ils se relayaient en fait, juste, ils pouvaient pas être tous les deux, donc il y en avait un qui allait, l'autre il sortait. Et je l'ai très mal vécu pour eux en fait. Je me suis senti alors encore une fois, je pense que c'est l'empathie, mais j'ai eu beaucoup de désarroi en fait. Je me disais: «Mais merde, comment je ferais à leur place?» Et j'ai pas du tout envie de vivre ça. Ça me prend aux tripes rien que de penser que je pourrais vivre ce truc-là. Donc voilà, donc bref, il y a ce truc où effectivement j'ai une peur qui est irraisonnée en plus, sûrement. Peut-être qu'il y a pas de risque, il y a très peu de risques, mais bon, on n'a pas de retour finalement, pas trop de retour. Et bah, il y a les gens qui nous demandent, alors avec de la bienveillance, c'est pas méchant en fait, mais moi ça me met une pression folle, je me mets vite la pression aussi et voilà. Donc voilà, bon, tout pour le négatif. En positif, il y avait, comme je disais, du coup, il y avait pas de visite à l'hôpital, à la maternité juste pour moi, enfin sauf pour moi. Et ça a été du coup des moments assez reposants en fait, vraiment. En plus, on est à la maternité, on fait rien, on n'a rien à faire. J'ai pas de travaux, j'ai pas de chat, j'ai pas de bouffe à préparer, j'ai pas de vaisselle, j'ai rien. Et en fait, il y a une espèce de libération. Et on est là-bas, on est dans un autre monde, on est cool, il y a personne. Et, et c'est top. Et puis le télétravail toujours, là, j'ai pas pris encore mes 11 jours, mais je suis en télétravail. Du coup, à cause du Covid toujours. Et c'est extra. Hein. Mm. C'est extra parce que dès qu'elle a besoin, fois bien, elle me dit bah tiens, prends-le 1 minute, et puis je le prends 1 minute. Puis bah, dès que j'ai envie de faire une pause, je fais ma pause en descendant, en allant voir mon gamin. Enfin, bon, voilà, il y a quand même, voilà, vraiment, on peut pas dire, il y a du positif. Je vois l'idée. Alors, Voilà. est-ce que tu pourrais essayer de me raconter, de me décrire un petit peu ce que c'est une maternité sous le Covid? Alors, c'est euh, c'est pas tant de stress qu'on s'imagine. Ouais. Alors, il faut avoir le masque tout le temps, en fait, évidemment. Il faut qu'on ait le masque. Mais quand on est dans la salle, enfin dans la chambre après l'accouchement, qu'on est là, où Lucille est restée pendant 4-5 jours, là, dès qu'on est tous les deux, on peut l'enlever, il n'y a pas de souci. C'est juste dès que quelqu'un rentre, il faut remettre son masque. Et du coup, c'est cool, quoi, parce que finalement, il n'y a pas ce souci de toujours l'avoir. Et on a eu une équipe de bout en bout qui était exceptionnellement bienveillante et professionnelle. Et bah, des fois, ils rentraient, alors ils étaient vraiment au top de bout en bout, et des fois, ils rentraient, Lucille, elle pouvait pas mettre son masque, ils disaient: «Bah, vous inquiétez pas, je reste à l'écart», parce qu'elle avait le bébé dans les bras ou quelque chose, hein. Donc il y a une rigueur à respecter, mais ils sont bienveillants, ils savent que, bah, voilà, on n'est pas non plus, des machines, qu'il faut avoir le masque tout le temps. En salle d'accouchement également, on a été très surpris parce que, bah, c'est,
bah, du coup, Lucille, forcément, elle était dans tous ses états, quoi. Elle souffrait, bon. Et finalement, ils lui ont proposé d'enlever son masque. Enfin, en fait, au départ, elle l'avait, et puis à un moment, elle l'a enlevé, et ils lui ont dit, vous inquiétez pas, pensez à autre chose. Alors, en soi, c'est pas bien, mais elle respirait mal avec le masque, ça allait pas. Et du coup, elle l'a enlevé, et il n'y a pas eu de souci, il n'y a pas eu de, on se met à l'écart. Enfin, c'est une prise de risque pour le coup que je trouve assez, enfin, je trouve ça fou en fait. Du coup, moi, je le vois en mode, bah, ils risquent d'être malades. Bon, c'est pas la mort, ils sont vaccinés en plus, tout ça, mais c'est quand même super quoi d'avoir ça. Maintenant, derrière la maternité, alors quand on accouche, il faut savoir qu'il y a du coup une salle de pré-travail en fait, où en gros la mère, enfin la future mère peut rester quelques heures ou quelques jours si elle arrive trop tôt, enfin quelques jours, hein. Dire peut-être 1 ou 2 jours, si elle arrive trop tôt et qu'elle n'est pas encore prête d'accoucher. Et ensuite, il y a une salle de travail ou d'accouchement. Et en fait, dans la salle de pré-travail, le père n'a pas le droit d'être là. Donc en fait, la mère peut y être pendant des heures, des jours, faire venir des heures ou 1 jour ou 2, et sans le mari en fait, sans le père, enfin ou le père ou la mère, enfin l'autre mère, enfin peu importe. Mais du coup, nous, on ne l'a pas vécu ça, et heureusement parce que je pense que ça aurait été un moment très dur. Et du coup, j'ai une vision assez positive du truc puisqu'on est D'accord. passé directement en salle de travail. Mais voilà, donc il y a ce truc où il y a quand même une certaine rigidité. Après, il y a personne qui peut visiter, sauf, enfin, en fait, il y a qu'une personne qui peut venir visiter la mère, comme je disais. Donc c'est aussi compliqué. Euh, Enfin, ça peut l'être. Toi, Lucille, des fois, elle se sentait seule. Et puis elle aurait bien aimé peut-être voir ses parents, ou peut-être mes parents, je sais pas, mais voir au moins avoir quelqu'un qui vienne. Et, euh, et on a une contrainte aussi du coup du 14h-20h, et partir à 20h, c'est très compliqué. Parce que bah, des fois, enfin finalement, c'est dur de laisser. Moi, ça me tordait de partir comme ça, alors que Lucille, elle dormait pas, elle était enfin, limite en pleine journée, quoi. Et on sent que ça la pèse pour elle, et moi, ça me pèse aussi. Donc il y a ce côté très compliqué. Même si encore une fois, l'équipe est bienveillante, et ça m'est arrivé de partir à 20h30 ou 20h45 parce que on devait le changer au moment où j'allais partir, et puis bah du coup voilà, et on m'a jamais fait de réflexion. Donc il y a quand même une certaine flexibilité, quoi. Hmm. Mais voilà, donc bon, c'est pas si horrible en fait que ce qu'on pourrait s'imaginer, pour conclure. D'accord. C'est plutôt pas mal. Donc il y avait, comment dire, il y avait de la rigueur, mais en même temps, un peu de souplesse, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, Ok. exactement. Ok. Donc, ce que je comprends, c'est que le Covid, bah, c'est quand même beaucoup synonyme de solitude, de ce que tu disais, un petit peu tout au long. euh, qu'il y a eu des hauts et des bas, et que finalement, Ouais, bah, oui, bon, on l'a subi plus que, mais ça a quand même apporté quelques petits moments pour se recentrer sur vous-même, quoi. c'est ça, ouais, ouais. Et c'est exactement ce que j'avais ressenti au premier confinement l'année dernière. C'est que du coup, ma femme, bon, c'est à ce moment-là qu'elle avait fait sa grossesse extra-utérine, elle était en arrêt. On avait pu se retrouver, et on se rend compte que ben, on vit plus tellement de moments ensemble Hmm. à cause du travail de chacun. Et c'est tellement bon de se retrouver. Donc, bon, le Covid, il est terrible, il est horrible, mais c'est vrai qu'en voyant le positif, il y a ce truc-là, quoi. Ouais. Hmm. Et là, c'était la même chose. Ouais. On s'est retrouvés. Ok. Alors donc maintenant, en tant que nouveau père, comment as-tu vécu la naissance de ton fils? Bah ça, tu viens de nous en parler, excuse-moi. Mais ça veut dire quoi plutôt devenir papa pour toi? Ça y est, ton fils est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est étrangement, enfin, c'est devenir quelqu'un d'autre, c'est un peu cliché, mais en vrai, c'est un peu ça, c'est-à-dire que au maximum, c'est essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Alors là, je te parle de ça, hein, j'ai 15 jours, enfin 20 jours maintenant de paternité, mais c'est comme ça que je vois, c'est-à-dire que je suis quelqu'un, là ça va être très dur pour moi, je suis quelqu'un de très transparent. Si ça va, je le montre, si ça va pas, je le montre pas. J'arrive très peu à cacher les choses, même si je veux pas le faire, on me dit toujours, enfin voilà, ça se voit. Et, et là, j'ai pas envie de ça. Comme je disais, par exemple, j'ai envie que mon enfant ait mes qualités, pas mes défauts. Je suis angoissé de nature, je suis anxieux, je suis quelqu'un d'anxieux, et j'ai pas envie qu'il le soit, et j'aimerais pouvoir lui montrer que ça va. Voilà, on chantonne, même quand il pleure, que moi ça me tord le ventre, que
bah, voilà, essayer d'être quelqu'un d'autre en fait, de vraiment, être calme au moment où je dois être calme et même si je suis énervé quoi. Donc c'est quelque chose qu'il faut arriver. Bien sûr, je serais faillible là-dessus, mais mais c'est quelque chose que je pense qu'il faut être. Donc c'est vraiment devenir quelqu'un d'autre et après en termes, comme je disais tout au début, d'expérimentation, en fait, c'est aussi découvrir, c'est apprendre. Alors c'est une chose que je déteste, découvrir les choses et apprendre. C'est paradoxal, mais je déteste l'apprentissage. J'aime bien être nul puis bon, enfin très bon. Entre les deux, ça me saoule. Mais là, c'est pas pareil. Là, je change une couche. Je change une couche, j'ai jamais fait ça et j'ai jamais, ça m'a jamais intéressé. Et bah, je rate et puis bah, je me dis ah bah, la prochaine fois, je ferai ça. Et puis bah, je rate un autre truc et je me dis ah bah je ferai ça. Et finalement, c'est un apprentissage que j'apprécie euh, parce que je veux faire bien là vraiment pour mon fils en fait. Vraiment, enfin, je sais pas, voilà, c'est vraiment un truc où il faut que j'apprenne et que je sais que c'est pour lui que je le fais. Parce que la première fois, j'avais mis la couche sur la tête, je m'étais trompé et je me suis dit ah mais non, mais là voilà, c'est donc on m'a expliqué. Et c'est du détail comme ça, mais en vrai voilà, c'est très intéressant en fait l'apprentissage de toujours découvrir et j'ai envie justement voilà, donc c'est ce qui va changer pour moi, c'est pour ça, c'est ça de devenir père, c'est faire tout autre chose, quoi, changer de vie. Ce qui est effrayant, ça m'effraie au plus haut point, puisque bah, j'ai plus la petite routine tranquille où je vais pouvoir aller boire des coups chez mes potes quand je veux, ou aller chez mes parents, ou aller bricoler, voilà. Mais c'est quelque chose que je veux en fait, et je pense que c'est le plus important, c'est que je voulais ce changement de vie et apprendre toutes ces choses, découvrir autre chose, quoi. À 30 ans, ça y est, il est temps de changer, d'évoluer. Et on Euh, me dit, ça y est, tu deviens un homme. Exactement, ouais, exactement. Jusque-là, j'étais pas un homme en fait, j'étais. Voilà. Non, 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 c'est pas tout à fait ça parce que je ne pense vraiment pas de ça. Je pense très bien qu'on peut vivre sans avoir d'enfant. Et c'est un projet en fait, c'est tout simplement un projet que moi j'ai, que d'autres n'ont pas et c'est très bien pour eux. Le tout, c'est d'être épanoui en fait dans ce qu'on veut. Et voilà, moi, c'était là où j'espère m'épanouir et que j'espère que je m'épanouirai. Maintenant, être père, c'est aussi bah, évidemment avoir moins de temps pour soi, hein, beaucoup moins de temps. En tout cas, là, sur le premier temps, c'est ça, hein, j'ai beaucoup moins de temps. Alors, je dors moins, ça c'est normal, parce on est réveillé la nuit, tout ça. Et c'est aussi, bah, c'est normal, hein. Alors, après, ça effraie, mais moi aussi, ça m'effraie de dormir moins, parce que je dors beaucoup, mais ça fait partie du package. Et, euh, et c'est aussi là, pour le coup, c'est moi ce que j'aime en tant que père, c'est pouvoir aider Lucille, donc ma femme. J'espère pouvoir le faire, et c'est quelque chose dont pour l'instant je suis pas tout à fait satisfait. C'est l'aider au maximum la nuit quand elle se réveille, qu'elle allait. J'essaye de temps en temps, du moins, de rester réveillé, puis de discuter un peu avec elle, de, enfin, de la caresser un peu, de faire quelque chose, quoi, histoire qu'elle soit pas toute seule. J'essaye de changer les couches la nuit aussi, même si elle peut le faire, puisqu'elle allait. Mais bon, je le pense pas comme ça en fait. C'est pas tellement la vision que j'ai. Hmm. Et même en journée, bah voilà, comme je disais, j'essaye de faire la vaisselle au maximum, de ranger quand je peux. Donc bon, bah voilà, j'ai beaucoup moins de temps pour moi, mais ça fait partie de mon package papa que j'aimerais mettre en place et que ça dure dans le temps. Et, euh, et enfin, là, mon dernier point sur le truc, c'est émotionnellement, c'est un grand bouleversement. Donc je m'imaginais que ce serait dur. Euh, En fait, c'est dur, mais c'est surtout un alignement qu'il faut faire, quoi, parce qu'il y a des jours c'est dur, il y a des jours non. Il y a mes inquiétudes qui sont là aussi, mon anxiété, mais c'est un bouleversement positif en fait, comme négatif. C'est beaucoup de bonheur en fait. C'est plein de petits moments comme ça qui finalement rendent heureux, quoi. Donc là, c'est encore à aligner tout ça, hein, mais donc il va falloir que j'aligne mes émotions, que je sois beaucoup plus serein dans ma tête, et ça se fait progressivement. Et c'est un objectif que j'ai en tant que père aussi. Ok. Voilà. Alors c'est écoute, beaucoup de sagesse hein, dans ce que tu dis. J'ai l'impression en tout cas de voir beaucoup de recul et on voit que tu as pas mal cogité par rapport à ça. On a une belle transition pour aller vers les émotions. Mais avant ça, une dernière question. En tant que père, est-ce que tu as l'impression de passer à côté de quelque chose vu que tu ne peux pas nourrir ton enfant? Mm,
Ça, c'est une question un sujet que j'ai évoqué avec ma femme il y a 2 ou 3 jours. J'avais beaucoup entendu parler de ça. Alors je lui ai toujours dit: «Non, je verrai pas de manque, en fait, de pas le nourrir parce que je fais autre chose». Je fais du coup, je vais le changer. Enfin, c'est con, mais je vais le changer, lui changer la couche, je vais lui faire prendre son bain. Hem, et puis je vais préparer à manger pour tout le monde, enfin. Et je comprenais pas en fait, enfin je pouvais comprendre les gens qui avaient ce manque, mais je le saisissais pas. Je pense que je peux le comprendre parce que, heu, en fait, du coup, le bébé dort beaucoup. Alors moi, j'ai ce truc-là, le bébé va manger et il s'endort souvent, au sein et du coup, moi, je me dis pas derrière: «Ah attends, je vais le prendre et puis je vais dormir avec», enfin. Donc il y a ce moment où, du coup, il reste avec Lucille ou alors elle va le reposer, je veux pas le reprendre, enfin, je veux le déranger au minimum. Et du coup, j'ai ce truc où je peux comprendre que les pères se disent: «Bah, ouais, mais du coup, elle donne à manger», enfin, elle, la femme, hein, la mère, pardon. Elle donne à manger, du coup, potentiellement, elle dort avec ou il dort avec elle, enfin et moi, je suis là, je fais rien et je ressens un peu ce truc-là, de me dire: «Bah, je suis un peu exclu». Mais ça me traumatise pas en fait, c'est pas un truc que j'ai en horreur parce que je suis content en fait, je vis beaucoup par procuration aussi, moi j'aime ça donc j'adore le voir manger, je trouve ça marrant, il a ses petites mimiques à chercher là ou à s'endormir, à faire ces petits bruits, enfin j'adore ce moment-là, même si j'y participe pas et puis, en vrai, c'est son bien-être qui m'importe donc s'il est heureux dans les bras de sa mère, ça me va. Et donc j'ai pas ce manque-là, enfin voilà, je veux pas nourrir absolument mon gamin et en vrai, là, je partage plus de moments parce que, voilà, comme je disais, je lui fais le bain, c'est un moment qui est assez marrant, qui est agréable et puis, j'arrive à le prendre un peu en écharpe donc en écharpe autour de moi, donc il est contre moi. Des fois, il est agité, je le mets là-dessus, il s'endort et c'est des moments, exceptionnels, quoi. Mmh. Donc non, enfin, pour en venir, si la question c'était oui ou non, non, j'ai pas de manque. Donc tu t'y retrouves avec, d'autres activités en quelque sorte? Tout à fait. Et puis, j'y étais préparé, Lucie m'y avait Mmh. préparé aussi. Ça, D'accord. c'était un truc très important qui a été, je pense, très positif avec elle, parce qu'elle s'est beaucoup renseignée avant et elle avait évoqué tous ces sujets de crispation qu'il pouvait y avoir ou qui D'accord. pourrait y avoir après l'accouchement. D'accord. Alors je te propose de passer au quart d'heure émotion. Alors on verra si ça dure un quart d'heure ou pas. Donc, tout au long de cette aventure, tu nous l'as dit, tu nous as partagé déjà des émotions que tu as vécues. Donc peut-être qu'il y aura des redites et puis c'est pas grave, on Mmh. avisera en conséquence. Durant en fait, toute cette expérience que tu nous as décrite, quelle est la plus grande fierté que tu aies vécue? Alors, je vais pas dire être père, parce que ça c'en est une, c'est ma plus grande fierté quand même. La plus grande que j'ai, c'est d'avoir participé à l'accouchement. Hem, c'est ma plus grande fierté et c'est un de un de mes plus gros traumatismes aussi. Hem Parce que, hop là, je crois que j'ai plus de batterie. Excusez-moi. Il me reste un peu. Hem, En fait, je suis phobique au sang, donc j'ai tendance à m'évanouir, de temps en temps comme ça, plonk. Comme je suis angoissé, en fait, j'ai tendance à m'évanouir dans certaines situations quand je suis angoissé justement et j'avais, énormément peur de l'accouchement, de peut-être, dans l'accouchement avec ma femme. Alors j'ai aussi un truc où j'ai toujours très chaud, tout le temps et quand j'ai chaud, je me sens mal. Enfin bon, voilà, c'est dans les hôpitaux, souvent j'ai chaud et c'est confiné, ça va pas. J'ai eu très peur de participer à l'accouchement et j'ai dit à ma femme depuis des années que j'y serais pas, que je viendrais pas parce que je voulais pas être un boulet à m'évanouir ou à craquer ou quelque chose et en fait, sur les premiers mois peut-être jusqu'au 6, 7e, peut-être, ouais, peut-être ça se trouve 8e mois, ouais, j'en sais trop rien, enfin bon. J'avais dit à ma femme: «Je sais pas si j'irai, ce sera peut-être ta mère. Je sais pas si je suis prêt» et un jour, elle a craqué parce que je sais plus pourquoi, enfin bon, dans une conversation, elle m'a dit que ça lui faisait du mal de pas savoir, parce elle était pas fixée, en fait et je lui ai dit, un peu, à chaud: «Oui, OK, je viendrai. T'inquiète pas, c'est bon, rassure-toi, je viendrai». En fait, j'y ai participé et ça a été, extrêmement dur parce que, en fait, de voir Lucille souffrir, c'est extrêmement difficile pour moi. C'est,
enfin, de voir quelqu'un souffrir, en fait, c'est extrêmement difficile. Je prends beaucoup sur moi dans ces moments-là. Et là, je l'ai vu souffrir, entre guillemets. Alors, faut relativiser, enfin, ça s'est bien passé et tout ça, mais bon, bah, c'est quand même douloureux un accouchement. Et, et de la voir comme ça, en fait, ça a été très, très compliqué parce que ça dure, ça a duré, je sais plus, 4-5 heures. Donc, bon, peut-être qu'elle souffrait moins que moi finalement, hein, mais je pense pas. Mais voilà, et donc ça a été très dur, psychologiquement de tenir là-dessus. Ça a été dur parce que j'ai vu un peu de sang, un petit peu par-ci par-là, et que, j'ai eu des moments de crainte, mais, j'ai réussi à tenir le coup et en fait, je suis extrêmement fier d'avoir pu, participer à ça. Je pense beaucoup plus fier que beaucoup de personnes puisque moi j'avais vraiment une grosse crainte, quoi, donc c'est pour ça que je suis vraiment très fier. Et surtout d'avoir pu la soutenir, de bout en bout en fait, a priori pas lui avoir laissé paraître que ça allait pas, à des moments que je craquais, donc voilà, je suis très fier de ça. Écoute, merci du partage. Et bah, pour enchaîner, est-ce que c'est... J'ai une question autour de la peur, donc quelque chose qui t'a une plus grosse... Enfin, comment dire? Quelle serait la crainte que tu as eue? Est-ce que c'est cette crainte de l'accouchement? Ouais, heu, enfin, autrement que perdre le bébé, ouais. Hmm, La plus grosse crainte, c'était de perdre le bébé hmm. parce qu'on avait eu la grossesse extra-utérine et que c'était, du coup, on a ce truc où c'est compliqué. Parce que moi, la grossesse extra-utérine, je l'ai pas mal vécue parce qu'on savait pas que Lucille était enceinte quand on a appris que c'était pas viable, quoi, en gros. Mais, elle l'a plutôt mal vécu et malheureusement, je l'ai pas vu. Heu, je l'ai pas beaucoup vu tout de suite, quoi. Et heu et du coup, là, la perte, à ce moment-là, je sais pas si je l'aurais mal vécu, mais de voir Lucille mal derrière encore, ça me ça me enfin, ça m'aurait bouleversé, quoi. Donc ouais. Mais après ça, ouais, c'était, l'accouchement sinon, l'accouchement qui m'inquiétait le plus, ouais. Est-ce, du coup, qu'est-ce qui t'a rassuré pendant cet accouchement? Est-ce que le personnel soignant à côté, tu les avais prévenus? Comment ça s'est passé? Ouais, alors en fait, je pense qu'il y a des choses, j'ai l'impression que tout le monde ne connaît pas et moi je connaissais pas. C'est qu'on peut faire un projet de naissance avant d'aller en salle d'accouchement. D'accord. C'est écrire sur une feuille les souhaits qu'on a. Donc par exemple, Hmm, Lucille, voulait pas de péridurale, elle avait écrit: «Au maximum, je veux pas de péridurale, je veux qu'il accouche par voie basse, j'aimerais, que mon conjoint soit là en salle de pré-travail». Et du coup, on avait mis aussi, que j'étais phobique au sang, que je voulais absolument pas voir le bébé qui sortait, par exemple, que je voulais pas, couper le cordon ombilical. Enfin voilà, tous ces trucs-là et en fait, ils étaient au courant. Donc ils savaient, ils faisaient attention. Dès qu'il y avait du sang, par exemple, je sais pas, à un endroit, ils me disaient: «Bah, regardez pas par là», alors c'est jamais des mares, hein, c'est jamais des mares de sang ou quoi, enfin, hmm. en tout cas pas pour nous, heureusement. Mais voilà, ils étaient très prévenants et en plus, la salle d'accouchement, j'imaginais un truc beaucoup plus horrible. Je m'imaginais un truc vraiment avec des instruments, enfin vraiment un truc terrible. Donc au final, non, enfin nous, à Pontoise en tout cas, où on a accouché, c'était plutôt simple. Et le personnel était très rassurant en fait. Le personnel était très, très bien. Ils étaient très rassurants dès qu'ils venaient, ça allait, ils étaient sereins et c'est un soutien incroyable. De la même façon, on a eu, une sage-femme et une auxiliaire qui nous ont accouchés, qui étaient, exceptionnelles sur ce coup-là. Ok. Donc, bon, tu as eu du soutien, quoi. Ça t'a permis de passer Oui, ça de ouais. manière un peu plus sereine, quoi. Ok. On a parlé tout à l'heure de la chose dont tu étais plus fier. Quelle serait la chose dont tu es le moins fier durant cette expérience? Heu, le moins fier, c'est mes moments de faiblesse, personnels, dont je suis toujours très, très honteux, en fait. Donc les moments où je me surmène, en fait, et je monte en ébullition et puis à un moment je craque. Donc je craque et je m'énerve souvent sur le matériel sur lequel je travaille qui m'énerve.
que c'est ces foutues planches qui veulent pas, alors je sais pas pourquoi elles veulent pas s'enclipser comme je veux, donc ça m'énerve. Et donc voilà, donc j'ai ces moments où je craque et je suis toujours très honteux après parce que j'aime pas m'énerver. Je suis des fois des moments de colère comme ça et ça me traumatise en fait d'avoir ça. C'est des trucs que je veux pas montrer, que je veux pas avoir déjà et que je veux pas montrer en plus et donc j'ai jamais tapé quelqu'un, enfin je l'espère pas en tout cas, mais et voilà, c'est des moments où j'aime pas perdre le contrôle comme ça et bon, bah, j'en ai eu, je crois 2 pendant la grossesse et ça a été très dur pour moi, heu, d'avoir ces moments-là. Ok, ça marche. Donc du coup, ce que tu nous dis, c'est vraiment de l'énervement. Alors bah justement, peut-être que c'est lié. Quelque chose qui t'a beaucoup énervé. Tout à l'heure, peut-être que tu nous parlais du Covid. Enfin bref, quelque chose qui t'a beaucoup Ouais. énervé, ce serait quoi? Ah, c'est toujours, ouais, la question du Covid, ouais, ouais, ouais. Le côté, ce que je disais tout à l'heure, le côté, Mhm. injustice en fait. Ouais. Injustice d'une règle qui est mise en place, d'un confinement par exemple, qui pour moi est une règle, simple, compliquée à respecter, compliquée, d'autant que j'ai des facilités moi puisque je vis pas tout seul, je vis dans une maison, j'ai des travaux, j'ai des trucs à faire. C'est compliqué de respecter le confinement parce que c'est une mesure qui est terrible, mais c'est une mesure qui est faite pour sauver des gens, pour que enfin pour le bien commun. Du moins je le vois comme ça. Peut-être que je suis un mouton du système, hein, mais je le vois comme ça et de voir des gens qui vraiment sortent à tout va, qui respectent aucun geste barrière ou très peu du moins, ça me ça me fout dans une rage incroyable en fait. Heu, une rage intérieure parce qu'après je peux comprendre encore une fois que des gens aient envie de sortir, que les gens en aient marre, mais je trouve ça injuste que certains respectent vachement, certains sont emmerdés, enfin et que d'autres, s'en branlent, pardon, s'en fichent ou du moins c'est l'impression que j'en ai et j'ai eu des discours de personnes qui me disaient: «Bah oui, mais moi je peux pas rester toute seule, c'est trop dur, il faut que je sorte». Mais par exemple, sortir, tu vois, le truc de sortir un peu et puis de sortir tous les jours et sans respecter les gestes barrières, bah, ça je le comprends pas. C'est vraiment autant j'essaie souvent de me mettre à la place, mais il y a vraiment des trucs là, c'est très rare, j'ai l'impression, ou du moins c'est l'image que j'ai de moi. C'est très rare, mais là je le comprends pas et ça m'énerve vraiment, je trouve ça vraiment injuste, quoi. Maintenant, voilà, c'est comme ça et enfin c'est comme ça, voilà, je peux rien y faire et puis, j'ai pas envie de me battre avec les gens, mais ça m'énerve, ouais, ça m'énerve, énormément. Parce que, bah, du coup, on passe à côté de moments Mhm. encore une fois, on pourrait se dire: «Bah, c'est bon, on s'en fiche, on va voir tout le monde, on fait ce qu'on veut. Lucile est enceinte, ou Naël est né, c'est bon, tout va bien» et en fait, bah, du coup, on fait pas ça. On fait pas Mhm. ça. Alors je suis désolé, j'ai plus de batterie, j'ai oublié le chargeur. Je reviens dans une petite seconde. À tout de suite. En attendant, sur le chat, si jamais vous avez des questions, on arrive bientôt sur la fin de l'interview. Et donc, si vous avez des questions, je serais curieux de les avoir pour pouvoir les soumettre à Sylvain. Merci aux nouveaux followers et aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup, hein, c'est vraiment cool de votre part. Et j'espère que ça vous plaît en tout cas. Donc l'idée, pour ceux qui sont là pour la première fois, hein, l'idée c'est vraiment de faire ce type d'interview, donc de les axer sur l'aspect empathie, sur l'aspect émotion, et donc de découvrir des activités que je vais appeler atypiques, en tout cas des choses un peu uniques. Et donc derrière, je rigole sur la question de baguette. Oh putain, bon ok bref. Et pour ceux qui le souhaitent, je lis aussi l'actu tous les matins. Si jamais ça vous tente de passer via un coup d'œil, bah, vous pouvez me voir aussi le matin. Nous revoilà donc avec Sylvain. Tout à fait. Les pages Alors de pub sont terminées. voilà, et donc on nous demande jusqu'à quel âge vit un gorille. Alors je pense que c'est la private joke, mais
Ouais, je pense que c'est Baguette qui a dû envoyer ça. Je... C'est du François Pérusse, avec la D'accord. folie des grandeurs. Et j'en sais rien, j'ai oublié de regarder. Je Ah, dirais 45 ans à peu près. on nous demande dans le chat, donc après cette pub, on nous dit, ben justement, super concept, à quand l'interview de la maman? Voilà, bouteille à la mer. On verra, Bah, écoute, on verra. Alors, donc, la dernière question que j'ai sur la partie émotion. Alors, d'abord, pour continuer sur la partie colère, est-ce que tu as eu l'impression, as-tu eu l'impression d'être entendu lorsque tu expliquais un peu, toi, ton point de vue sur le Covid? oui, de temps en temps, oui. Oui, c'est-à-dire que je suis entendu, mais les gens partagent pas mon avis, c'est tout simplement ça. Ou où il y a une nuance, c'est-à-dire vraiment la nuance du oui, je comprends ce que tu veux, mais regarde là, nous, c'est un peu différent, tu vois. Euh, donc oui, je comprends. Certains m'entendent, d'autres non. Ou je pense que certains vont me dire oui, oui, t'as raison. Je vais leur dire mais oui, mais toi tu fais pas ça. Ah non, non, moi je fais pas ça. Hmm, Tu vois. Mais je suis parfois entendu, oui. Mais ma femme d'ailleurs était plutôt bienveillante et plutôt raccord avec moi. Euh, Merci à elle d'ailleurs. Mais oui, après, c'est un sujet très compliqué en fait, je trouve, ce truc-là. Je vais pas en faire le débat là, hmm, mais parce qu'en fait, c'est un sujet très clivant, je trouve, le confinement. En fait, aussi clivant, je trouve que si on pouvait avoir une discussion politique de savoir si la droite ou la gauche c'est mieux, quoi. C'est-à-dire que pour moi, enfin là, vraiment, je le ressens vraiment comme ça, où je crois que je fais une discussion de famille, il pourrait y avoir des embrouilles parce que bah, certains considèrent que le Covid, il faut faire ci, puis d'autres ça, quoi. Bon, je pense pas que ce sera le cas, mais je l'ai trouvé très clivant en fait le sujet, et d'autant plus clivant qu'on avait des mesures qui n'étaient pas très claires non plus, donc chacun hmm. interprétait. Ok, bon, très clair. Enfin, donc pour terminer sur la dernière émotion, qu'est-ce qui t'a le plus attristé durant cette expérience? Clairement la solitude, la solitude. Euh, Enfin, en fait, pas forcément lié à la grossesse là, mais d'une manière générale, c'est-à-dire que j'aime beaucoup, je suis solitaire, mais je suis très sociable en même temps. En fait, j'ai besoin de moments pour me ressourcer parce que je prends beaucoup sur moi, je pense, les émotions des gens ou les problèmes des gens. Des fois, j'ai besoin d'être tout seul, ça me fait du bien. Mais et j'ai aussi besoin de voir du monde, en fait. Justement, j'ai besoin aussi de décharger. Raconter des blagues, des conneries, c'est une façon pour moi de décharger aussi mon mal-être que je peux avoir. Parce que j'ai toujours un mal-être en moi, j'ai toujours une anxiété. Enfin, et, euh, et en plus, j'aime beaucoup discuter avec les gens, en fait. Comme voilà, là, ce qu'on fait là, finalement, c'est bon, là, c'est unilatéral, mais j'aime beaucoup déjà parce que voilà, des fois, j'ai l'occasion de parler, comme là, je parle à des amis, et inversement, j'ai des amis qui me parlent, et je trouve ça très enrichissant d'avoir ces discours plus profonds, et enfin, bon, ce qu'on a moins, vu qu'on se voit pas, même si on pourrait faire des Skype, des appels, tout ça, on le fait pas. Enfin, Ouais. moi, je le fais pas Hmm, directement. Et du coup, ouais, cette solitude-là, donc de pas voir des amis ou de pas voir ma famille, euh, et c'était assez compliqué. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression, comme beaucoup, hein, de perdre des moments. Et, euh, et après, bah, lié à la grossesse, c'est pareil. Enfin, on est toujours content de partager, de montrer, même si bon, c'est pas un truc que j'aime partager. Là, ce moment-là, par exemple, ce live est assez compliqué pour moi parce que j'aime pas trop me mettre en avant sur hmm, des émotions, en fait. En public, c'est très compliqué. Voilà, le public il est derrière un écran, donc ça va. ok. Mais, euh, mais voilà, enfin bref, j'ai l'impression que j'ai perdu des moments vraiment, et que je vais pas dire que je perds des amis, mais que je perds des liens, quoi. C'est assez attristant. Ok. Bah, Et d'ailleurs, c'était le thème. incroyable, comme ça t'es pile dans la question. Comment tu t'as prévu de rebondir par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire d'ailleurs? Je sais pas. C'est très compliqué parce que
Par rapport à la Covid, j'aimerais bien me dire: «Bah, tiens, allez, je vais faire la fête, tout ça», mais j'ai toujours cette morale, on va dire, là, qui me fait, que j'ai pas envie de refaire la fête comme un fou, de refaire, de pas faire attention. En fait, je veux beaucoup suivre les mesures, en fait, les mesures, les courbes finalement, et ouais, les mesures qui sont en place, hein, c'est, on va dire, un peu le seul point que j'ai. Après, par rapport à mon fils, bah, là, on essaye de se renseigner, savoir les risques qu'il peut y avoir, tout ça, Hmm. s'il y a un peu plus de retour, heu, pour, bah, voilà, pour pouvoir ressortir, voir un peu de gens. Mais malgré tout, là, on revoit déjà des personnes. C'est juste que de toute façon, les gens qu'on va voir, on avait priorisé nos familles proches, mais les gens qu'on va voir, on va leur dire déjà, bah, notre fils, c'est niet, quoi. On fait super gaffe. Et puis, bah, nous, on essaye de faire très attention à mettre le masque dès qu'on voit des gens. Enfin, on est D'accord. assez, encore une fois, très rigide là-dessus, mais moi, je pense à la sécurité de mon fils. Ouais, moi, après, je m'inquiète pas trop pour moi parce que, voilà, en fait, c'est jamais moi qui m'inquiète, hein, donc, mais bon, c'est toujours une vision globale. Donc, bah, on va revoir des gens. On revoit déjà des gens, hein. D'ailleurs, je suis assez négatif, mais on revoit nos familles et c'est, ouais, excuse-moi maman parce que j'étais pas très bien hier, mais c'est hyper cool en fait de revoir tout le monde, de commencer à revoir du monde, c'est un bonheur, quoi. Hmm. Donc, voilà. Et puis ça va continuer, hein. J'espère qu'on va pouvoir inviter des Oui. gens chez nous, qui personne n'a vu notre maison depuis 1 an. Donc, Je pense c'est cool. il me semble qu'on est sur la bonne voie. Alors, Ouais, on, on je pense me, aussi. on me pose la question, tu parles donc de ces émotions. Est-ce que ça te fait du bien de parler de cet accouchement? Hem, de parler de l'accouchement, de l'acte de l'accouchement? Je Je pense que pense que c'est la ça la question? question, c'est de manière globale, est-ce que ça te fait du bien d'en parler là, à cœur ouvert, à nous tous? Oui, bah, de parler de mes inquiétudes, oui, ça fait du bien, ouais, ouais, ça fait du bien. Hem, Maintenant concernant l'accouchement en tant que tel, ouais, bon, ça me fait du bien aussi parce que bon, l'accouchement en tant que tel, je l'ai mal vécu de par le fait que je vis mal quand Lucille souffre, en fait. Mais ça a été sinon c'était cool, hein, j'avais des petits sodas et puis, mais non, non, ça me fait du bien, pardon, je repars sur l'humour. Ça me fait du bien effectivement et c'est toujours bon de parler. C'est quelque chose de dur à engager en fait, de parler de ces choses-là, mais c'est extrêmement libérateur. Ouais. Hmm. Ok. Bah, écoute, avant de passer à la partie conclusion, il y a une dernière question de la part de Cédrus qui nous dit: comment as-tu vécu le fait d'être seul les premières nuits avant l'arrivée à la maison de ton bébé? Alors les nuits, j'ai très, très bien dormi. C'était exceptionnel. Moi, je crois que j'ai pas fait des si bonnes nuits depuis des mois, Hmm. parce que j'étais crevé. J'étais complètement fatigué, parce que, bah, du coup, avec l'accouchement, j'ai fait une nuit blanche, donc bah, forcément, le temps de rattraper. Heu, je l'ai j'ai pas si mal vécu finalement. Les départs de la maternité étaient durs. Parce que, bah, je quitte Lucille, je quitte, Naël. Heu, Ça me fait mal parce que, bah, ils sont tous enfin, Lucille est quand même, fatiguée, elle a quand même mal et tout et puis, bah, Naël, il est petit, enfin bon, donc c'est dur. Après j'ai été au téléphone, en fait, tout le temps. Hmm. J'ai eu du monde au téléphone, je crois, tous les soirs. Ok. Donc en fait, j'avais prévu de rentrer, enfin du coup, le problème, c'est que j'avais un bureau à faire parce que, il fallait que j'aménage un bureau pour mon télétravail, ce que j'avais pas et j'avais 1 semaine pour le faire qui a été écourtée puisque ma femme a accouché 1 semaine avant et du coup, je faisais ça le soir en rentrant un peu, puis après j'avais des coups de téléphone et du coup, ça allait très bien. Je l'ai très bien vécu. Ensuite, je m'endormais sur le canapé, enfin comme une loque, puis j'allais dans mon lit, enfin et en plus, comme, pour le coup, on va dire que c'était un point positif, comme les visites étaient à 14 heures, bah, en fait, je m'étais pas de réveil le lendemain et je me réveillais, comme je pouvais, donc voilà. Donc, on va dire que la route était difficile quand je rentrais Hmm. et dès que j'arrivais chez moi, je faisais des trucs et ça allait, en fait, ouais. Et je dormais bien sans ma femme. Justement, elle répond, ça va être de ma faute maintenant. Donc, Je dors euh, très bien sans elle, mais je préfère dormir avec, hein. voilà, bon, c'est bien de préciser. Euh, est-ce, qu'est-ce qui te fait peur dans l'avenir?
Oh, c'est une question large. Ouais. C'est une question très très large. Ce qui me fait peur, principalement, c'est que ma calvitie elle continue de grandir, mais je crois que je vais pas y échapper. C'est que c'est la santé de mon fils et de ma femme. Euh, Même si ma femme va très bien, mon fils aussi d'ailleurs. Mais ça me fait peur. C'est vraiment de l'inquiétude que j'ai. Et après, je sais pas, des peurs, j'en ai tellement que c'est difficile de les exprimer, mais j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur d'avoir ma famille qui est en mauvaise santé. J'ai peur aussi de moins voir mes amis et de ma famille. Ça me terrifie. Ce qui est le cas d'ailleurs actuellement, mais c'est quelque chose qui me terrifie parce que j'ai l'impression que ma vie, c'est ça en fait, c'est de voir des gens. Et c'est ce qui me rend heureux finalement. Donc voilà. Ok. Euh, Après, j'ai d'autres peurs, hein, mais bon. J'ai Je peur vois. du sang, j'ai déjà dit. Cette fameuse peur. Ça marche. Donc, je vous invite dans le chat, hein, si vous avez encore d'autres questions, à les formuler maintenant. Et donc là, on arrive à la dernière phase, la partie un peu conclusion. Maintenant, avec ta Hmm. grande expérience dans la paternité, quel serait le conseil que tu aurais envie de donner à ceux qui voudraient aller dans la même direction que toi, vers le fait d'avoir un enfant? Euh, alors, bien se renseigner. Très honnêtement, ma femme l'a fait et, et moi, je l'ai jamais fait parce que suis, je procrastine un peu trop. Je remets tout au lendemain, tout le temps. Elle l'a beaucoup fait et elle a écouté des émissions qui étaient très intéressantes. Donc, une émission, pardon, sur Spotify, sûrement sur d'autres plateformes, qui s'appelle La Matrescence. Alors, Raph pourra en rigoler s'il nous écoute parce qu'il l'a entendu au retour du ski. Mais c'est une femme qui parle justement de cette période d'après accouchement. En fait, la matrescence, globalement, c'est l'adolescence d'une mère, enfin, c'est en gros la naissance d'une mère. Et ça explique un peu sur plein de facettes comment ça se passe. Et j'ai écouté quelques émissions, elle énormément. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça explique des choses sur ce qui peut se passer après. Et franchement, c'est exceptionnel. Donc, se renseigner là-dessus, se renseigner sur l'accouchement, sur comment ça se passe, sur, par exemple, ce projet de naissance qui est essentiel. Se renseigner sur la naissance, en fait, la naissance, malheureusement, on a tendance, moi j'ai remarqué, à diaboliser le truc de l'accouchement, à dire ah bah les machines, ça s'est mal passé, machine, ça s'est mal passé. Et ça, je pense, que ça peut en rebuter certains. Et il faut apprendre aussi à appréhender ça, à voir que c'est pas que du mal, que ça peut mal se passer, mais comme prendre sa voiture, ça peut mal se passer, hein, évidemment. Donc à appréhender ce sujet-là et puis savoir que bon, c'est aussi pour avoir un enfant. Et puis bah, alors moi, ce que j'ai pas fait, enfin, ce que j'ai essayé de faire, mais bon, que j'avais, c'est, je pense, se prendre du temps libre après coup. Alors peut-être que la plupart n'ont pas plein de projets en tête, de travaux, de trucs comme ça, mais je pense que c'est bien ouais, de se dire, bah, une fois que le bébé arrive, donc moi là, c'est ce que je me suis dit là aujourd'hui, que j'ai dit à ma femme, une fois que le bébé arrive, je me prévois rien du tout. Mis à part, vraiment se dire, bah, je profite des gens qui viennent me voir, juste bah, après de faire à manger, de faire les trucs de la maison, mais de rien de prévoir de plus et de savoir que de toute façon, on va avoir du temps, quoi. On va avoir du temps, on va pas en avoir justement pour soi. Les premiers temps, du moins, pas énormément, et du coup, de pas trop se surcharger. Parce que moi, ça m'a surmené un peu. Donc voilà. Et après, être très entouré. Ma femme, c'est Mhm. pareil, elle a eu je trouve une idée excellente de proposer à notre entourage très proche de nous aider à faire, par exemple, nous amener un plat ou de venir faire un brin de ménage à un endroit. En fait, c'est con, c'est un truc que je me serais jamais imaginé, mais d'ailleurs, je l'ai jamais imaginé avec mes frères et sœurs, par exemple. Mais en fait, ça te prend du temps quand tu as un enfant et t'as pas forcément ce temps-là. Mhm. Et en fait, moi, on me l'aurait dit, je pense, bah tiens, est-ce que tu peux juste venir m'aider et faire la vaisselle ou D'accord. bah peut-être que je l'aurais fait. Et peut-être que j'aurais eu la réflexion de me dire, ah bah oui, effectivement, ça peut être. Mais en fait, on n'en a jamais parlé, j'ai l'impression. J'ai toujours eu l'impression que la naissance, c'était juste cool, quoi. Il y a juste nickel, il y a rien qui se fait plus, quoi. À part les nuits, on parle toujours des nuits, quoi. Mhm. Et donc voilà, bien s'entourer. Et bah voilà, nous, on a nos parents, nos frères, nos sœurs.
qui viennent et qui nous apportent un truc à manger, qui viennent faire un brin de ménage. Puis après, bon, bah, juste qu'ils viennent. Ma mère, hier, elle est venue, et puis pendant, je sais pas, peut-être 1 heure ou deux, elle s'est posée à côté de Naël, et Lucille est juste allée faire un truc, quoi, ranger un truc dans la maison, profiter d'elle, pendant que moi je travaillais. Et en fait, voilà, c'est vraiment être bien entouré si on a la possibilité, évidemment. Voilà. Se préparer un petit groupe pour s'entourer. Voilà, les principales choses, je dirais, je pense, qui me viennent à l'esprit. D'accord. Donc bien s'entourer, se préparer. Mm. Par rapport à ça, on a quelqu'un qui rebondit. Donc, crois-tu qu'il faudrait être plus préparé pour la grossesse, l'accouchement et l'après pour les papas? Oui, ouais, ouais. C'est marrant, c'est des sujets. Alors en fait, je sais pas pour d'autres, mais moi, pour moi, c'était vraiment nébuleux. L'accouchement, comme je disais, c'était juste horrible, quoi. C'était un moment terrible. J'allais voir du sang partout, j'allais voir le bébé qui allait sortir en sortant les entrailles. Enfin, je caricature, quoi, mais c'était un peu ça mon image. Et je m'attendais à ce qu'il y ait plein de gens, enfin, j'avais un peu l'image des films, en fait, vraiment du truc où, tu as plein de personnes, c'est assez bruyant, et en fait, le seul truc bruyant, par exemple, pour nous, l'accouchement, c'était Lucille quand elle avait ses contractions qui, bah, des fois, criait, encore elle criait, enfin bon. Mais en fait, après, c'est calme, les gens sont calmes. Hmm, Enfin, en tout cas, je parle juste pour notre expérience, je peux pas parler pour tout. bien sûr. Et même l'après-accouchement, ouais, il y a plein de trucs, en fait, on sait pas, enfin, Lucille s'est renseignée heureusement, mais sinon c'est vrai qu'il y a plein de choses dont je savais pas. Par exemple, bah, le fait qu'il y ait, bah, enfin, on le sait un peu, mais des chutes d'hormones, tu vois, chez la femme, ou donc ça puisse y avoir des hauts débats, que par exemple l'allaitement ça se passe de telle façon, que le père pourrait se sentir exclu. Enfin, en fait, c'est des choses dont je savais pas. Et nous, on a eu une préparation à l'accouchement, du coup là pour revenir sur l'accouchement spécifiquement, par une sage-femme qui nous a expliqué aussi, par exemple, quand on a des contractions. Elle nous a dit: «Ah, mais si vous avez des contractions, c'est pas la peine d'aller à la maternité tout de suite. Si vous perdez les os, vous avez jusqu'à 2 heures pour y aller». Et en fait, Lucille, c'est ce qu'elle a fait. Dès qu'elle a perdu les os, on a attendu, elle a pris une douche, on a pris notre temps et ça parce qu'en fait, globalement, sinon, on serait stressé. On aurait dit: «Ah mince, elle a perdu les os, faut qu'on se grouille». Moi, j'aurais conduit comme un taré et puis, enfin, je pense pas, mais bref, tu vois le truc? Et en fait, voilà, je pense que, ouais, il y a des trucs, il faut bien se préparer et j'espère que ça se démocratisera ou D'accord. que les pairs s'intéresseront aussi, ce que moi j'ai pas fait, malheureusement pas fait assez. Heureusement, j'ai eu une fille qui était là, mais pour, ouais, avoir toute cette préparation. Après, peut-être que tous les pères ne le vivent pas aussi, sont pas autant «à fleur de peau» que moi, entre guillemets, hein. Hmm. Donc je voilà, c'est compliqué de parler pour tout le monde, hein. Sûrement qu'il y en a qui l'ont vécu peanuts et puis ça s'est bien passé. Ouais, c'était la réflexion que je me faisais, qui est partagée sur le chat, c'est que on a une image finalement qui est transmise par les films, par le cinéma, par les séries, ce genre de choses. Et l'exemple que tu donnes sur la perte des os, c'est exactement ça, quoi. C'est vite, 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 du Mmh. stress et bon. Et donc, Et apparemment. Ouais, vas-y, vas-y. ouais, pardon. Vas-y, excuse-moi, je t'ai Non, coupé. et on me dit qu'on en parlait déjà à mon époque il y a 30 ans. Donc apparemment, c'est des sujets sur le fait d'apprendre que les pères se renseignent davantage. Donc tu vois, c'est pas un truc qui est nouveau, quoi. En tout cas, de ce qu'on me dit. Ouais. Bah, ouais, c'est vrai que c'est mais même moi, il y a un sujet qui m'a marqué. J'ai, heu, j'ai une personne, donc je vais pas le citer, mais une personne de mon entourage qui a eu un enfant il y a pas très longtemps, qui en sortant nous a appelés en nous disant: «J'ai mal vécu l'accouchement, ma femme souffrait, les infirmiers faisaient rien, ils voulaient pas lui faire la péridurale». Enfin, vraiment le truc à dire: «Je me suis senti impuissant, je l'ai mal vécu». Et en fait, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Hmm, J'ai été surpris et du coup, je me suis dit: «Mais l'accouchement a dû vraiment mal se passer». Alors probablement que l'accouchement s'est quand même mal passé. Je vais pas remettre ça en question. Mais je me suis dit: «Mais merde, ça a vraiment pas été». Et une fois que je suis sorti de l'accouchement, j'ai eu cette personne au téléphone et je lui ai dit: «Mais je comprends maintenant ce que tu veux dire, parce qu'en fait, tu te sens vraiment impuissant, c'est un truc où tu peux rien faire mis à part être là et dire à ta femme, bah, c'est bon, vas-y, courage, ça va aller, quoi. Mais tu as rien d'autre à faire». Et en fait, vraiment, j'ai jamais entendu personne me dire ça et ça me choque, en fait, parce qu'il y a peut-être aussi une question de fierté. Je veux dire, faut pas que ça monte ses émotions, un homme peut-être, j'en sais rien. Mais mais je trouve ça dingue de jamais donc là, pour moi, ça, c'est une chose, voilà, auquel il faut être aussi
informé, c'est qu'il y a une souffrance de l'autre personne et puis, bah, dès que tu as un peu d'empathie, bah, tu la ressens en fait cette souffrance, tu te sens impuissant et puis la souffrance dure surtout, ça dure quelques heures donc c'est pas juste tu attends 5 minutes puis c'est passé. Donc tu peux avoir un espèce de comment dire? Tu peux avoir voilà la jauge qui monte, qui monte, qui monte, ça te fait souffrir, puis d'un coup tu Mmh. craques et tu vas voir les gens et tu leur dis: «Mais qu'est-ce que vous foutez les infirmiers? Vous savez pas faire votre boulot?» enfin, Ouais. encore une fois, cette personne-là qui m'a dit ça, c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé, mais je veux dire que ça peut être ça en tout cas et voilà. Donc ouais, non, c'est hyper important je pense de s'enseigner et d'en parler. Moi, tous ceux à qui veulent m'en parler, je leur parlerai de mon expérience, qui est pas l'expérience, de tout le monde évidemment, mais je leur dirai pas que c'est horrible, c'est juste moi mon expérience, enfin, et encore une fois, ça fait du mal, je pense, de dire, les choses gore qui peuvent se passer dans un accouchement, heu, parce que, bah, ça bloque les gens. Moi, c'est des trucs qui me bloquent, qui m'ont bloqué, en fait, aussi de Mmh. pas vouloir y aller. Alors que voilà, ça peut se passer très bien, Il y a les très souhaits, bien. qu'on a dit. Alors, il y a une phrase de ta belle-mère apparemment. Si on racontait exactement ce que l'on vit à l'accouchement, on ferait peur à certaines personnes. Chaque Mmh, accouchement est différent. bien sûr. Qu'en penses-tu? Bah, je sais pas, j'en ai vu qu'un, mais mais oui, 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 enfin, oui, 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 évidemment que ça fait peur et c'est d'ailleurs pour ça que des gens mais moi je suis persuadé que j'ai des personnes dans mon entourage qui veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils ont eu ces expériences-là, ces retours de gens qui leur ont dit, «Bah, voilà comment ça s'est passé machine, enfin, bon je veux pas dire des détails du coup, mais et j'en suis persuadé que ouais, ça ferait peur aux gens. Mais en fait, évidemment, si par exemple moi c'est ce que je disais à ma femme, c'est vrai que si déjà tu pars dans l'idée de l'accouchement que tu vas avoir mal, tu veux pas avoir mal, c'est sûr que tu peux pas y aller dans un bon côté. Par contre, si déjà tu y vas en te disant: «Beh, je sais que je vais avoir mal, ça c'est sûr, je peux pas y passer, mais je veux un enfant, que c'est pour ça, enfin, il faut que je passe par là». Déjà psychologiquement, je dis pas que ça va se passer bien tout ça, mais psychologiquement déjà tu le vois différemment. Tu vois pas le truc en te disant: «C'est un truc horrible où je vais souffrir», tout ça et c'est pareil, tu vois? La césarienne, c'est sûrement quelque chose d'horrible pour une femme, pour certaines, d'avoir enfin, une cicatrice après coup. Mais finalement, si tu te dis, bah, c'est une marque, je sais pas, c'est finalement juste un stigmate de ce pourquoi j'ai eu un enfant, bah, tu le vois différemment, quoi. Après, c'est une façon de voir les choses, mais oui, oui, je suis d'accord. Dans tous les cas, c'est sûr que si tu parles vraiment de tout ce qui se passe, tu donnes pas envie aux gens de le faire. Parce que tu dis pas aux gens: «J'ai été au resto manger, un hamburger frites», hein. Tu leur dis: «J'ai un enfant qui est sorti de mon ventre», quoi, donc c'est pas la même chose. C'est pas la même expérience. Hmm, ok. Bah, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un petit peu de débat par rapport à ça dans le chat. Euh, Allez, moi je vais te donner mon avis sur ça. J'ai l'impression que de ce que j'ai pu constater, que justement, pour protéger les personnes de ce moment qui est douloureux, on va pas trop en parler. Et je me dis, c'est dommage, parce que j'ai l'impression que euh, les gens sont capables de faire la part des choses. En tout cas, je pense et j'espère. Et du coup, à force d'enjoliver, en tout cas, moi j'ai une image à la base de l'accouchement qui est très enjolivée, parce que, à nouveau, les films, les séries, et, enfin, notre culture, quoi. Notre culture nous montre que, Mmh. ouais, bon, c'est un moment qui est un peu douloureux, mais au final, c'est cool. Et quand on découvre avec stupeur que, bah, en fait, non, et même si les accouchements sont différents, etc., voilà, je constate ça et ça m'a surpris, en fait, de découvrir à quel point ça pouvait être horrible, un accouchement pour certaines. Donc, bien sûr, Mmh. faut pas généraliser. Et je pense que les gens sont capables de faire la part des choses. Bon, voilà, après. Ils sont capables de faire la part des choses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sauf si tu leur sors que des trucs horribles. Hmm, Tu vois, je pense que tu as aussi enfin, c'est l'image que j'en ai, c'est que si et encore une fois, je fais référence à quelques personnes que je peux connaître qui sûrement ont bah, c'est l'image que j'en ai. J'ai peut-être voilà, je me trompe vraiment, peut-être. Mais peut-être que si tu arrives et que tu dis, «Ah bah oui, tiens, il y a machine qui a accouché, ah il s'est passé comme ça, bah c'est horrible, ta ta ta». Puis tu as l'autre qui dit: «Ah bah oui, moi j'ai machine qui a fait ça, qui a fait ça, qui s'est passé comme ça très mal» et puis l'autre qui te dit pareil, bah tu as une espèce de bulle où tu as l'impression que tout se passe mal en fait.
Je veux dire, quelqu'un D'accord. qui a un accouchement, je pense qu'il se passe bien, il va pas forcément te dire: «Ah bah moi mon accouchement il s'est super bien passé», et puis l'autre qui va dire: «Ah bah oui, ah tiens, il y a Machine, son accouchement, vous avez vu, c'est super bien passé». Bah non, c'est quand même déjà beaucoup moins sensationnel quand tu as un accouchement qui se Mmh. passe bien pour raconter. Heu, ouais, ouais, sinon tu as la part des enfin évidemment, il faut faire la part des choses, mais le mieux c'est de se renseigner sur, vraiment de se Ouais, renseigner, ouais, ce que tu quand disais. tu vas avoir un enfant ou si tu as le projet ou si tu en as peur pour ça, enfin, se renseigner sur des sources fiables, sur des Mmh. enfin vraiment des trucs professionnels ou des retours d'expérience, divers, enfin, mais pas juste sur ton ami qui te parle de l'accouchement de sa sœur qui s'est mal passé, quoi. Et pour le côté, film, ouais, effectivement, c'est sûr que tu as quand même un gros gap entre, le film où l'accouchement il se passe en 3 minutes et puis, bah, la réalité où, c'est très rare qu'un accouchement se passe en 3 minutes, je pense. Mmh. Et bah, dès que tu apprends ça, moi-même, hein, quand on m'a dit: «Ouais, l'accouchement ça a duré, je sais pas 12 heures», je me suis dit: «Quoi? Mais c'est 12 heures? Mais c'est pas possible!» Ouais. Et puis, bah, quand tu y es, bon là, nous, ça a duré, on va dire, 6 heures. Bah, finalement, tu le vis, quoi. C'est un mauvais moment, mais tu le vis. C'est pas impossible. Donc, OK. pour notre expérience qui s'est bien passée, je le précise encore, hein. Bien sûr, Je m'excuse auparavant de toutes celles à qui ça a pu mal se passer pour diverses raisons. je comprends. Alors une question, étonnante, enfin je ne sais pas comment le dire. La grandeur d'un séquoia? Alors ça je l'ai eu, mais c'est pas tout à fait ça. C'est as-tu peur que les peupliers as-tu peur des peupliers et du vent qui risquent de les faire tomber? Oui, oui, complètement, mais j'ai peur depuis un an, donc, OK, bon voilà, on c'est a parce que notre point. j'ai des peupliers qui sont très grands, qui sont à côté de ma maison et on est le long d'une plaine qui est hyper venteuse et j'ai peur que les peupliers tombent. D'ailleurs, j'ai des branches qui sont tombées juste à côté de mes bagnoles, hein, donc, Bon, pas des peupliers qui vont tomber, mais, c'est déjà des branches. donc il y a, apparemment donc ce serait ta mère qui dirait, «Moi j'ai eu 4 accouchements différents, mais le résultat en vaut le coup». Peut-être que c'est une belle phrase pour, entamer, la fin de l'interview. Mmh, Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase, c'est toi? c'est bah, c'est très gentil, en tout cas, qu'elle dise ça. L'inverse aurait été plutôt vexant, mais plutôt honnête, hein, finalement, si ça avait après 30 ans, je regrette, voilà. Ouais. Non, Bah, non, mais ouais, ouais, bah, après, si Lucille faisait enfin, son retour, je pense qu'elle dirait la même chose. Les gens disent beaucoup, ça fait plusieurs personnes qui disent qu'après l'accouchement, ils se rappellent plus vraiment de la douleur qu'ils ont eue à l'accouchement, en fait. Et Lucille me dit pareil, que finalement, elle peut même pas redécrire la douleur elle a eue, dans le sens où elle s'en rappelle plus finalement, ça mmh, et une fois que le bébé est sorti, tout allait bien, quoi. Enfin, tu l'impression, enfin, comme si, voilà, elle avait tout était passé à côté, quoi. Elle d'accord. voit juste son bébé, puis c'est tout. OK. Donc, ouais, ouais, je pense que ça vaut le coup, ouais. Pour moi, en tout cas. Si jamais il y a des personnes qui veulent te poser des questions ou, essayer d'en savoir plus, Mmh. accepterais-tu toi de partager un contact pour pouvoir, leur répondre? Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Je peux leur donner mon adresse mail, après on pourra échanger par message ou quoi. Mmh. Mais, dans un premier temps, ouais, je peux leur donner mon adresse mail. Du coup, c'est, sylvaindelafosse5@gmail.com, donc, SYLVIN DELAFO2SE 5@gmail.com. OK, Je pense que tu pourrais leur, la mettre ou je peux ah bah c'est non, je mis. peux pas moi puisque Je l'ai mis, je l'ai mis. OK, très bien, voilà. Et pas de souci, je veux bien y répondre, y répondre, pas dans l'immédiat, je suis jamais dans l'immédiat, mais j'y répondrai, j'y Mmh. répondrai. OK, ça marche. On a une dernière réaction, hein, de Baguette, qui nous dit que, le fait de ne pas parler des accouchements qui se passent mal, bah, le jour où ça t'arrive, t'es pas prêt parce que tout le monde pense qu'un accouchement se passe bien. Donc en fait, voilà, c'est vrai qu'il y a les deux côtés de la pièce dont on discutait tout à l'heure. Mmh, Et en c'est vrai. tout cas, je pense que tu as bien dit les choses. C'est le côté s'informer en fait. Mmh, C'est le conseil que naturellement que tu as donné, c'est de réussir à s'informer sur des sources peut-être fiables, en tout cas qui vont avoir tendance à, j'imagine, à peser le pour et le contre. En tout cas, j'espère. Et j'ai mmh. l'impression que c'est un peu ce que tu as.
ce que tu as pu connaître et comprendre, quoi. Bah, du moins, principalement, enfin, avec Lucille. En tout Ouais, cas, nous, ouais. ça, enfin, c'est vrai, quoi, ouais, ou au moins des pistes de réflexion, quoi, Hmm, sans que ce soit bah, là, plus que l'accouchement, que ce soit des pistes de réflexion. Bah tiens, peut-être qu'après l'accouchement, ça va se passer comme ça. Ça peut très bien ne pas se passer, mais tu sais déjà que ça peut se passer et tu sais déjà, tu es déjà au courant, quoi. Tu es déjà initié psychologiquement à te dire, mais ah ouais, il peut y avoir ça. Donc, donc voilà, tu vois, par exemple, je sais pas, un truc tout con, je savais pas qu'un bébé, ça pouvait pleurer pour rien. hmm, euh, que ce qu'ils appellent, je crois, des pleurs de décharge, ou peut-être ça vaut d'autres noms, mais en gros, il a besoin de, voilà, de décharger le soir, des fois. Il pleure pour rien, tu peux lui donner à manger, il pleure, tu peux le coucher, le prendre, faire n'importe quoi, il pleure. Bah, je pense que je l'aurais pas su, je me serais senti complètement impuissant et dépassé. hmm. Là, je le savais, bah, je me sens impuissant et dépassé, mais je le gère. C'est Mais pas ouais, mal. ouais, non, 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 voilà. Le truc, c'est de s'informer. Et ce qui est bien, c'est d'en parler autour. C'est vrai que parler autour de gens qui ont eu cette expérience-là, de gens en qui vous avez confiance ou en qui vous croyez plus ou moins les discours. Déjà, je pense que c'est une bonne chose, mais de ne pas rester dans son coin, ouais, c'est bien. Hmm. Ok. Et je le ferai, je pense. J'aurais dû le faire, du moins, en parler avec des gens de ça. Déjà, de la grossesse, de l'accouchement, tout ça. Hmm. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Si je te laisse le mot de la fin, qu'est-ce que tu auras envie de dire? Parapluie. Tout Non, va non, non, bien. je remercie tout, enfin, je te remercie vraiment de m'avoir proposé cette interview, même si c'est compliqué, c'est très compliqué pour moi de le faire. Je l'ai fait pour toi parce que je trouve que tu fais un travail très bon, vraiment, je trouve ça vraiment sympa ce que tu fais. Et je remercie bah, tous ceux qui ont été là pour nous écouter. Et puis, bah, je souhaite à tous ceux qui le voudraient une très bonne paternité ou future paternité, et tous ceux qui ne veulent pas l'être, de vivre leur vie très bien comme ils le veulent. C'est tout ce qui compte. Je, voilà, à nouveau, je me répète, je trouve que c'est très très sage ce que tu nous dis là, et je suis touché par ton empathie, parce que ça, je trouve que tu fais preuve de beaucoup d'ouverture. Merci, ça me fait du bien d'entendre ça en tout cas. Bah, écoutez, merci à tous, merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Je n'ai pas encore prévu la prochaine interview, donc ce sera jeudi prochain à la même heure. Donc je suis en train de préparer tout ça et j'essaye d'avoir suffisamment d'avance pour vous préparer ça pour la suite. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire, je les dirai. Un grand merci à tout le monde. Avant de vous quitter, Sylvain, comment tu as vécu toi cette interview au final? Donc tu me disais qu'il y avait pas mal de stress au début. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et ben, je suis toujours stressé, hein, il y a toujours beaucoup de stress. Euh, c'est difficile de dire à voix haute les choses que j'ai en moi. J'ai pas de honte. J'ai pas de honte d'être faible psychologiquement. Je repense à l'interview d'Alison qui, elle, tu vois, est toujours optimiste. Euh, Enfin, qui disait ça à un moment, et c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle est toujours optimiste, toujours joviale. C'est un point que j'aime bien chez elle. Moi, je sais que je le suis pas. Bref, donc du coup, j'ai pas de honte à avoir ces trucs-là, mais c'est difficile de les dire malgré tout. Euh, et donc voilà, donc c'est très dur. Il y a des choses que j'ai jamais dites aussi. Tu vois, je pense que les trucs sur mes parents, je leur avais jamais dit. Et donc c'est difficile, mais c'est très sympa. Et bon, je suis toujours stressé, ça me stresse toujours de parler, mais je l'ai très bien vécu. Et bah, tu, enfin, tu sembles à l'écoute, et puis c'est agréable, quoi. Je trouve que l'échange est agréable. Ok. L'échange qui va que dans un sens, puisque je fais que parler. Bah, tu sais, je réagis un petit peu hein, de temps en temps. J'ai donné mon avis une fois. Mais Oui, bon. oui. Voilà, je t'ai quand même fait. Je fais pas à chaque fois quand même. Mais c'est pour donner la parole, justement. Bon, écoute, Sylvain, bah écoute, je te remercie. Merci de t'être livré à cœur ouvert sur ce sujet-là. À nouveau, je remercie tout le monde. Puis bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Salut à tous. On va Merci s'arrêter à là. tous. Ciao.